Comment je vous dirais bien ça? C'était vraiment une fantastique discussion remplie de découvertes, d'apprentissage et de très belles idées créatives. Mon invitée est une femme pétillante qui n'a pas peur de prendre des risques et de remettre en question notre mode de vie actuel. On la surnomme souvent la reine du zéro gaspille et je trouve qu'elle porte bien son nom. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, je vous présente la fascinante tête de cochon Florence Léa Siri. Bonne écoute! Je suis tellement énervée. Florence Léa Siri, bonjour! Allô? Je suis tellement contente de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Tête de cochon. Ben merci d'avoir pensé à moi, c'est toujours un plaisir. Écoute, faut que je le dise, là, puis la preuve est sur la table. J'ai lu tes livres, en fait, je devrais dire, je les ai dévorés. Puis ça fait quand même quelques années que je te suis. Et là, je trouvais tellement que ta tête de cochon s'illustre à plein niveau que je me suis dit, OK, j'ai pas le choix, là. Faut que je l'invite, faut qu'on jase de tout ça parce que ton parcours est tellement tripant, rempli de changements de cap, en fait, ou, tu sais, de sentiers qui ne sont pas battus. Hein. Je pense que non, c'est très atypique oui, comme parcours. Oui, c'est ça. Tu défriches aussi encore. Fait que j'avais le goût de mettre ça en lumière puis de te faire découvrir aux gens qui te connaissent pas à partir de maintenant. Là, vous devez vous procurer ces livres. Allez voir. Si vous savez pas c'est qui, c'est le moment, là, parce que là, ça change une vie. Bien honnêtement, lire tes livres et te suivre. Et j'avais le goût de recommencer à la base parce que en faisant mes recherches, tout ça, tu viens d'une famille avec une maman qui était pro-militante pour l'environnement et un père qui, à l'opposé, vivait en banlieue, travaillait sur les plateaux de télé. Fait que tu avais quand même deux modèles très différents. Puis je me demandais comment était la mini Florence Léa quand elle était jeune. Ben en fait, c'est sûr que, tu sais, ma mère, son enseignement à l'environnement, toute l'éducation à l'environnement qu'on avait, ben il était rejeté, là, tant par mon frère que par moi. Mais on était très fiers, tu sais, d'aller en banlieue à Saint-Eustache, puis de pouvoir... mon père faisait une excellente sauce à spaghetti, mais souvent, il l'achetait quand même au métro, tu sais. Puis on la trouvait donc bonne, puis on était donc fiers de pouvoir acheter de la sauce à spaghetti dans un pot, tu sais, parce que ma mère, elle faisait des épiceries de 40$, mon père faisait des épiceries de 150$, puis tu sais, on la jugeait, on la trouvait pauvre, puis on comprenait pas qu'elle bout de son plaisir de consommer. Puis maintenant, je comprends tout à fait, mais tu sais, il y a eu vraiment un détour, fait que je te dirais que la petite Florence Léa, ben, elle se sentait pas à la hauteur des exigences de sa mère parce qu'elle les comprenait pas. Puis elle voulait faire comme tout le monde, puis acheter, consommer, jeter. Donc, mon père nous offrait ce plaisir. Fait qu'on trouvait ça bien le fun d'être chez notre père, finalement. Okay. Et est-ce que tu te rappelles... Bien, c'est ça, c'est le manque de compréhension, en fait, qui faisait que tu t'opposais à ta mère. Oui, complètement. Bien, tu sais, il y a deux choses. C'est que, premièrement, c'était complètement contre-courant. Puis... Encore plus qu'aujourd'hui, là. Oui, complètement. J'imagine que les enfants... Ben, tu sais, je fais des conférences presque toutes les semaines dans les écoles, donc je le vois qu'ils ont cette préoccupation que je n'avais pas du tout. Puis je commence toutes mes conférences en leur disant ça, moi, quand j'avais ton âge, je détestais prendre soin de la planète. Puis là, ils font tout... Ah! Non, mais je te jure. Mais c'est parce que je comprenais pas, c'était à contre-courant, puis tout. Puis il y a aussi que ma mère, c'est une militante radicale. Puis je dis pas ça de la façon péjorative, dans le sens qu'elle va vraiment à la racine des choses. Puis on a souvent cette discussion-là. Tu sais, elle admire beaucoup ma façon de le faire. Ma mère est journaliste de formation, puis elle enseigne à la maîtrise à l'UQAM en environnement puis en sociologie. Donc, tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, elle se connaît, là. Mais c'est juste qu'on aborde la même problématique autrement. Puis moi, c'est pas dans la radicalité, c'est dans le mode de vie, dans qu'est-ce que tu peux faire au quotidien, tandis qu'elle, c'est vraiment tous les systèmes, le système alimentaire, le système agricole, elle s'y connaît beaucoup plus. Puis des fois, on a des discussions, puis elle m'explique des choses que moi, je comprenais pas. Puis moi, j'y amène une vision qui est peut-être plus nuancée aussi que d'être dans la radicalité. Puis moi, je suis super fière d'avoir une mère aussi qui comprend tous ces enjeux-là. Puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je suis allée chez elle, puis là, je voyais que dans la salle de bain, elle avait je me souviens plus du nom du magazine, mais c'était tellement militant. J'étais comme super fière. J'étais comme, aïe, moi, ma mère, elle lit ça.
J'étais comme, il ne doit pas avoir beaucoup de mamans qui lisent ce genre de magazine-là, tu sais. Mais elle est vraiment dans la science de l'environnement, chose que moi, je suis pas. Moi, je suis vraiment dans le tous les jours, dans la quotidienneté. Puis, je te dirais que j'ai vraiment eu besoin de me détacher pour revenir parce que, tu sais, de me faire reprocher que je n'utilisais pas la bonne poubelle quand on en avait 6 ou 7 à la maison, puis sinon, autrement, tout le monde en avait une ou peut-être deux si tu comptes le recyclage. Ben, tu sais, je comprenais pas. Fait que je te dirais que la petite Florence-là était dans l'incompréhension puis était dans le soulagement quand elle était chez son père. Puis, ben maintenant, je fais juste comprendre la façon qu'elle le fait, mais je pense que c'est important qu'il y ait tous les types de militants aussi pour être capable de représenter tout le monde. De la même façon que je trouve que c'est super important, même si je partage pas les mêmes valeurs de tous les partis politiques, je trouve que c'est important qu'ils soient tous représentés au gouvernement parce que je considère que tous les Québécois doivent avoir leur voix au gouvernement puis à l'Assemblée nationale, même si je pense pas comme eux, tu sais, puis j'ai l'impression que j'ai raison, puis eux, ils pensent qu'ils ont raison, tu sais. Mais je trouve que c'est important pour avoir des discussions qui sont... puis un projet de société qui est beaucoup plus nuancé puis qui ressemble à plus de monde. Je trouve que ça va être plus rassembleur de cette façon-là, dans le fond. Oui, c'est vraiment intéressant. Surtout que il y a tout l'aspect de se sentir plus unis aussi, là, à travers ça, à travers les enjeux auxquels on fait face, là. Fait que d'avoir ces différentes options-là, finalement, pour faire un virage zéro gaspille, zéro déchet. D'ailleurs, qu'on y reviendra. Oui. Mais je me demande parce que la créativité a toujours fait partie, semble faire partie de ton univers depuis... Ah oui, c'est la base. Toujours. Ouais. C'est d'ailleurs une de tes forces. C'est ce qui fait que tu as développé plein de choses par la suite. Mais est-ce que tu sais c'est quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui a allumé ça quand tu étais plus jeune? Ben, j'ai vraiment aucune idée, je t'avoue, mais je pense que, tu sais, je suis haute vitesse, là, je te le cacherai pas. Tu sais, moi, j'ai 2 parents qui sont très créatifs aussi de nature. C'est des artistes. Tu sais, mon père était super artiste. Ma mère encore, tu sais, même si c'est beaucoup plus dans la science puis est beaucoup plus intellectuelle, je te dirais, ça reste qu'elle elle dessine, elle crée énormément, tu sais, très habile de ses mains. Donc ça, je pense, ça fait partie de mon éducation. Tu sais, moi, le sport n'était pas une option quand j'étais jeune. Tu sais, mes parents, ils n'ont jamais pensé à m'inscrire à des cours de natation, là. Je veux dire, ça leur est jamais traversé l'esprit, probablement, tu sais. Mais, par exemple, créer. Tu sais, dans ma famille, on a un jeu, là, ça s'appelle les dessins cachés. C'est qu'on se met tout au bout d'une table, puis on se dit tout, OK, on dessine... un soleil en haut à droite. Fait que là, tout le monde dessine un soleil en haut à droite. Puis là, après ça, l'autre personne décide quelque chose d'autre. Puis après ça, on se montre nos dessins. Fait qu'on a fait le même dessin, mais ça ressemble à rien d'autre parce que... c'est votre vision. C'est notre vision. Puis, tu sais, on joue constamment à ça. Dès qu'on s'ennuie, on dit « OK, on joue au dessin caché. » Tu sais, puis moi, quand je vais chez les gens puis je vois qu'il y a un enfant qui s'ennuie, je propose ça parce que pour moi, c'est de faire tous la même chose, mais avec sa touche, tu sais. Fait que je pense que ça fait partie de mon éducation. Puis le déclic, ben c'est fait... je sais pas, c'est vraiment ça fait partie de mon ADN. Puis le fait que je sois très haute vitesse, je pense que j'ai une capacité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, avec l'âge, ça devient épuisant, mais tu sais, c'est comme si j'ai jamais vu cette possibilité d'obstacle-là. C'est drôle, hein? Dans ma vie personnelle, je me suis privée de bien des choses pendant longtemps, mais dans ma vie professionnelle, j'ai jamais eu peur d'essayer quelque chose puis de me planter parce que même si je tombais puis je m'éraflais, je me relevais puis j'étais comme « Oh, OK, c'était pas ça. » Fait que c'est dur à répondre comme question. Tu sais, est-ce que tu crois que... en fait, c'est ça, c'est que ça vient de ton ADN. Ouais. Ça s'explique comme pas. Là. Je pense que ça peut se développer, mais il y a peut-être quelque chose d'inné là-dedans. On pourrait en parler et en débattre longtemps. Mais il y a quand même eu des personnages... Je les appelle des personnages parce que dans la façon que c'est écrit, ça semble comme des personnages, mais c'est des femmes qui t'ont entourée, dont ta grand-mère Françoise et ta tante Manon, que tu dis qui est la reine de l'économie familiale. Ah ouais. Et j'ai une citation de ta grand-mère, d'ailleurs. « Pourquoi acheter quand on peut fabriquer, donc se valoriser grâce à ses talents. » Ouais. Fait que clairement, ça aussi, ça a eu un impact dans ton développement, même si à un certain moment, tu refusais un peu d'écouter. Ah, ben oui, ça m'intéressait pas pantoute. Tu sais, je veux dire, c'était tellement le fun d'acheter.
Puis là, maintenant, je suis comme, ah, à chaque fois que j'achète quelque chose, je me sens, ça me pèse. Mhm. Puis, mais pourtant, j'ai encore, puis je l'admets, j'ai encore ce réflexe d'achat beaucoup, là, mais à chaque fois, j'ai fait mon achat, puis là, je me sens comme si j'avais mangé trop de chocolat. Tu sais, c'est comme, c'était tellement éphémère comme satisfaction, là. Mhm. Fait que oui, puis c'est drôle parce que ma grand-mère, le jour de l'enregistrement aujourd'hui, ben elle a 97 ans. Ouais. Wow! Je suis allée la voir hier, puis encore tellement pétillante, puis tellement alerte, puis, tu sais, limitée par son corps, évidemment, parce que t'es moins solide sur tes jambes à C'est 97 sûr. ans, mais tellement alerte, tellement curieuse, puis tout, puis... fait que, oui, je pense que c'est générationnel, tu sais. Puis ma grand-mère André, du côté de mon père, tout aussi créative. C'était la madame qui faisait la couture, la chroniqueuse couture à l'émission de Suzanne Lapointe à l'époque, Ah puis tout. oui! Ah ouais, non, fait que, tu sais, des deux côtés, les femmes sont fortes, puis sont créatives, puis sont capables de réaliser beaucoup de choses avec peu. Donc, Mhm. ouais, je te dirais Puis que... qu'est-ce que t'aimes finalement quand tu te retrouves avec le clan puis tes écoutes jacassées? Puisque je sais qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer Ben là, quand t'es ouais. témoin de ces discussions-là. Ah oui, j'ai même déjà enregistré ma grand-mère pendant des heures. J'ai un enregistrement chez moi que j'ai juste j'ai posé des questions, puis j'avais un micro qu'un ancien collègue preneur de son m'avait prêté, puis juste pour qu'un jour, tu sais, dans 20 ans, Oui. quand je vais tomber là-dessus par hasard, puis elle, évidemment, elle sera plus là, Mhm. de pouvoir retrouver ses racines-là, là. Ouais. Ben, ce que j'aime, c'est de comprendre que c'est l'humilité, en fait, c'est que j'ai absolument rien inventé, j'ai juste mis ma touche à moi, dans le fond, tu sais. Fait que c'est une espèce de passage, un leg d'une génération à l'autre. Puis moi, je crois beaucoup au leg. C'est pour ça que je pense que je milite autant pour les enfants, puis que j'essaie d'amener mes activités professionnelles vers la jeunesse aussi de plus en plus, parce que je trouve que c'est ça, le leg, c'est la plus grande richesse qu'on peut offrir, là, tu sais, dans le sens que ce qui s'est fait autrement, mais moderniser ce qui s'est fait par le passé, moi, c'est un petit peu ça, ma carte de Mhm. visite, je te Oui. dirais, là. Bien, d'ailleurs, on va y revenir parce que je peux pas te recevoir sans parler des enfants puis ton désir d'aller plus loin avec eux. Mais avant, il y a tout le... Si on revient là, à ton parcours, au fait justement que tu étais dans cette rébellion-là Mhm. et que finalement, on va comprendre que ça a pris... Il y a une direction... En fait, ça t'a pris un autre chemin après, mais à l'époque, tu te dirigeais vers le théâtre. Ouais. Alors que tu n'aimais pas être sur scène. Ça, je trouve ça Non, mais ça, j'avais vraiment fascinant. une tête de cochon. Mais c'est parce que, tu sais, moi, il faut comprendre que mon père travaillait sur des plateaux de tournage, puis mon père, la reconnaissance publique, c'était très, très, très important pour lui. Puis j'avais l'impression que tu réussissais seulement si c'était public. Puis c'est drôle parce que l'aspect de mon travail qui me rend public, c'est celui que j'aime le moins maintenant. Mhm. Puis je reconnais que c'est un immense privilège. Tu sais, je serais pas ici si j'étais pas publique, tu Oui. comprends? Mais moi, je voulais être comédienne parce que j'avais l'impression que c'était juste comme ça que j'allais devenir comme quelqu'un qui a du succès. Mais moi, apprendre des textes, j'ai toujours détesté ça. Apprendre du par cœur, jouer une émotion dans le par cœur, je déteste ça, tu sais. Puis je comprends que c'est des techniciens de l'émotion parce que moi, je suis une technicienne de l'environnement, tu sais. Oui. Quand je suis sur une scène pour faire des conférences, parce que c'est comment je te dirais ça, c'est la partie principale de mon travail, dans le Mhm. fond, de faire des conférences. Mais je parle pas de moi, puis moi, je parlerai jamais de ma vie personnelle en public, tu sais. Mais comment je te dirais ça, tu sais, c'est comme s'il y a un canal qui se connecte quand je suis sur scène, puis je parle de ma cause, mais c'est pas de moi, tu sais, je suis juste comme, je suis la passatrice, c'est ça le mot? Peut-être c'est un mot que j'invente même. Oui, mais Mais- t'es la porte-parole. C'est ça, je suis comme ben, ouais, je vais pas me lancer des fleurs, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, je suis une des voix, je te Oui. dirais, pour la cause, parce que j'ai quand même des collègues tu sais, qui l'abordent autrement, mais que c'est super nécessaire Oui, 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 oui. qu'ils le fassent aussi, là, comme ça revient à ce que je te disais, j'ai l'impression que tout le monde doit être représenté en Ouais. fonction de, tu sais, la cause n'a pas juste une façon de la représenter, mais je n'étais pas capable de faire ça en tant que comédienne, mettons, ou apprentie comédienne, ça bloquait, là, tu sais, j'étais pas crédible, puis j'étais pas... Non, ça m'intéressait pas du tout. Puis je trouvais ça pénible, monter sur scène. Mais à chaque fois, d'ailleurs, que je reçois un cadeau par la poste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des trucs, des revues, des livres, puis tout. Puis,
tu sais, je sens la pression de remercier sur les réseaux sociaux, mais ça peut me prendre des jours et des jours parce que quand c'est moi qui parle de moi qui a reçu... Ah, je trouve ça pénible, là, mais vraiment, ça me fait toujours un petit peu violence, tu Ah sais. ouais, à ce Ouais, point-là. ouais, ouais, vraiment. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a une période, je pense que j'étais super maladroite, puis je voulais tellement défendre la cause que les gens pensaient que c'était moi que je voulais mettre de l'avant, mais c'est parce que j'étais juste maladroite de la façon de présenter ça. Parce que, ultimement, tu sais, tu regardes, il y a juste sur mon dernier livre que tu as ma photo, puis ceux-là, ils ont rajouté quand ils l'ont fait réimprimer un collant parce que je refusais d'être, tu sais, mise de l'avant avec... je voulais pas que ça soit que sur mes épaules, justement, tu sais, parce que c'est une cause qui est beaucoup plus grande que ma petite personne, là. Oui, 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 absolument, mais que tu transmets le message très bien, d'ailleurs. Merci. Il y a tout l'aspect zéro gaspille. Il y en a qui te proclament l'experte parce que, bon, effectivement, ton parcours t'a permis d'expérimenter en cuisine beaucoup grâce à Ouais. ta réalité de cantinière. Ouais. Et ça, à l'âge de 14 ans. C'est quand Ouais. même important, ce passage-là, dans ton parcours. Peux-tu m'en parler un peu? Ben oui, certainement. C'est que moi, en fait, comme mon père travaillait sur les plateaux de tournage, puis j'étais une adolescente super dégourdie. Tu sais, moi, j'étais prête à travailler à 14 ans. Là, ma mère était comme non. Fait que j'ai demandé à mon père si je pouvais travailler 2 ou 3 jours semaine sur son plateau de tournage. Puis même si c'était des 12, 14, 15 heures par jour de travail, moi, j'étais prête à y aller, puis j'étais là, tu sais. Puis j'ai commencé tranquillement l'été de mes 14 ans, puis j'ai adoré ça. Tu sais, j'étais évidemment assistante cantinière. Puis avec toute la maladresse d'une adolescente de 14 ans qui est sûre que la maturité d'une fille de 25, là. Puis, mais ça m'a vraiment formée. Je l'ai fait aussi la saison suivante. Puis, à 16 ans, là, j'ai voulu peut-être plus tester la réalisation, l'assistant réalisation, tu sais, travailler avec les figurants. J'ai fait aussi beaucoup de casting avec les acteurs, mais c'est ça, tout ce qui était trop près du talent m'intéressait pas, finalement. Tu sais, je le faisais parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait faire, comme quand tu te dis, il faudrait que je mange du brocoli, mais dans le fond, t'aimes pas ça. Moi, c'est mon légume préféré, mais tu sais, quand j'étais cantinière, puis j'entendais des acteurs dire, ah oui, c'est vrai, hein, tu fais un jeu au kale, il faudrait que j'en bois, puis j'étais comme, ouais, mais t'aimes-tu ça? Tu sais, je veux dire, fait que j'allais beaucoup vers ça parce que j'avais l'impression que c'était la façon de réussir. Mais la nourriture me ramenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis la seconde où j'ai touché à le plaisir de cuisiner pour quelqu'un à 14 ans, bien, il y a eu une espèce de pouvoir transformateur qui s'emparait de moi. Puis j'ai pas été capable de m'en départir, tu sais, je te dirais, là. Puis j'ai compris, en fait, que c'était vraiment une belle façon de communiquer avec les gens par la cuisine. T'as pas besoin de mots, mais que cuisiner puis les nourrir, en fait, c'est vraiment une belle façon de communiquer. Wow! Puis c'est drôle parce que tu as quand même fait ça pendant plusieurs années. 17 ans, c'est ouais. ça. Et il y a un passage dans un de tes livres où tu dis « Les artistes et les techniciens des plateaux de tournage me félicitaient toujours de ne jamais cuisiner la même chose. » Pouah! Ouais. Moi, je t'imaginais rire. Puis ça, c'est très drôle parce que la réalité, puis ça doit être pire encore aujourd'hui, c'est que vous n'aviez pas des gros budgets. Non. Vous devez les nourrir. Et là, c'est à ce moment-là que tu as commencé à utiliser ta créativité, développer les canevas qu'on a accès d'une certaine façon aujourd'hui. Et étant donné que tu aimes la contrainte, tout ça, qu'est-ce qui te faisait vibrer là-dedans? Il y a sûrement eu un déclic, là, tu sais, parce que là, il faut que tu t'ajustes au milieu. Ouais, ben c'est ça. Moi, mes parents, c'était 2 hippies, tu sais, fait que la contrainte ou la limite, ou tu sais, c'était pas quelque chose qui était tant... à part, mettons, les limites de poubelle, là, chez ma mère. Mais tu sais, j'ai quand même grandi dans un cadre pas de limite. Puis je te dirais que mon frère et moi, des fois, quand on parle, ben tu sais, il y a certaines parties qu'on trouve qu'on aurait aimé ça avoir plus de cadre, tu sais, ou tu sais, comme avoir des parents qui étaient peut-être un petit peu plus straight, si tu me pardonnes l'anglicisme, pour comme pouvoir comme surpasser ce cadre-là. Mais moi, c'est ce que j'aimais sur les plateaux de tournage, c'est que plus les conditions budgétaires, là, pas de travail, mais vraiment budgétaires, étaient difficiles, plus je trouvais une façon, c'était comme un défi, mais c'était le fun de trouver comment faire autrement. Puis j'avais tellement de plaisir que je pense que ça paraissait dans la bouffe, tu sais, de dire « Ah, mais dans le fond, il me reste du riz. Ah, il me reste du céleri. Ah, tiens, ma courge, je pourrais peut-être l'utiliser à 100%, sauf le pédoncule. » Puis apprendre à faire les choses différemment. Puis tu te
sens tellement puissant d'avoir trouvé ta solution par toi-même. Puis je pense que ta fierté se transmet. Tu sais, on dit toujours à la blague, l'ingrédient secret, c'est l'amour. Ben moi, j'y crois fermement à ça, tu sais. Donc, c'est comme ça, en fait, que la contrainte m'a appris à m'épanouir. Puis à chaque fois maintenant qu'il y a une contrainte, je suis comme, parfait, je vais être capable de, tu sais, comme, de m'y trouver au travers de ça, peu importe dans quelle sphère de ma vie. Oui, c'est ça, parce que tu as fait face aux défis de mille et une façons. Fait que là, ta créativité était vraiment nécessaire pour pas te sortir du pétrin, mais il fallait que tu produises puis qu'il y ait de la nourriture sur la table, finalement, malgré les défis. Est-ce que c'est durant cette période-là qu'il y a eu un revirement de situation? Parce qu'on là, je nous ramène souvent à la rébellion, mais le fait que tu choisisses, en fait, que tu dis que cette cause-là t'a choisi, la cause de l'environnement, de la lutte contre le gaspillage, autant au niveau encore plus au niveau de la nourriture, mais du zéro déchet aussi qui embarque dans l'eau. Tu dirais que cette transition-là, ce retour aux sources, finalement, c'est fait comment? Parce que tu étais encore cantinière quand ce changement-là s'est fait. Oui, mais il n'y a pas eu une journée où est-ce que, tu sais, j'ai été happée, je te dirais. Parce que, en fait, c'est ça que j'explique aux gens toujours, c'est que c'est pas une tendance culinaire, c'est un mode de vie. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, là, les gens, là, ils sont prêts à la gorge avec l'inflation. Puis, moi aussi, l'inflation m'affecte comme tout le monde, mais je vais quand même pas nécessairement me priver d'acheter quelque chose, à moins que le prix soit complètement déraisonnable. Tu sais, l'autre fois, j'ai vu une laitue iceberg à 6 piastres, j'ai fait « ça sera pas possible ». Tu sais, comme, ça, c'était mon boycott personnel, mais tu sais, dans le sens que je vais pas me priver de certains ingrédients sur ma liste, par exemple, en quantité, à cause du prix, parce que je ne doute pas que je vais être capable de manger à 100 Fait que c'est dur à répondre, en fait, parce que ça m'a amené une espèce de confiance, une capacité de réaliser un peu tout ce que je voulais. Puis si c'était pas la façon que je l'imaginais, bien, je trouvais une façon qui me convenait encore mieux. Fait que, ouais, c'est vraiment difficile à répondre comme question, je te dirais. Puis, mais ce désir, quand tu dis que la cause t'a choisi, ça s'est fait progressivement. Le fait d'embrasser cette cause-là, finalement, puis de décider de la porter plus loin, ça s'est fait progressivement. Oui. Tu sais, comment cette transition-là s'est fait? Parce que de décider, finalement, de vouloir se lancer dans l'éducation populaire, ça demande quand même des réflexions, puis la cause est forte, mais comment on se prépare à ça, ou pas se préparer, mais on s'enligne, tu sais, pour faire cette transition-là, parce qu'il y a dû en avoir une. Oui, ben c'est une vraiment très bonne question. Tu sais, moi, j'ai fondé Chic Frigo Sans Fric, qui était le nom de mon traiteur à l'époque et de ma compagnie. Là, j'ai changé de nom de compagnie, mais j'ai fondé Chic Frigo Sans Fric, qui est devenu mon blog en 2012. Le but, c'était d'accompagner les gens. Tu sais, moi, si j'avais pas eu un papa qui travaillait en communication puis qui avait pas eu ce désir de donc être connu et reconnu, probablement que je serais devenue travailleur social. Mais j'ai jamais considéré ça comme une option professionnelle pour moi parce que c'était pas assez glamour, tu sais. Puis là, je te dirais que ce désir de participer au changement puis tout a toujours été présent, mais en étant complètement inconscient et non assumé. Tu sais, j'assumais pas du tout que je voulais être dans la relation d'aide, je te dirais, là, tu sais, d'accompagner les gens. Puis je pense que le fait que j'avais un certain talent avec les communications, tu sais, au primaire, on me disait toujours que j'étais une leader née, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme si tout s'est mis en place, tout le parcours ou le bagage que j'ai accumulé dans les années s'est mis en place, mais il n'y a pas eu de moment déterminant. Il y a eu des opportunités que j'ai saisies, parce que moi, je suis quelqu'un qui saisit constamment les opportunités, tu sais. Puis même que des fois, là, de plus en plus, j'ai de plus en plus d'opportunités, puis il faut que j'apprenne à faire le tri, parce que tu peux pas être partout, là, tu sais, parce que sinon, tu te brûles, puis tu deviens bon dans rien. Mais ouais, je pense que c'est une série d'événements, puis ça a fait que ça a progressé. Puis tu sais, moi, quand j'étais là-dedans, là, j'ai trouvé ça long et pénible. Tu sais, les 10 ans où est-ce que j'étais cantinière, là, tu sais, j'adorais cuisiner, j'adorais m'épanouir autour de la cuisine. Évidemment, j'étais très valorisée par le retour positif de ce que je cuisinais. Mais
ça reste que c'était pas ça que je voulais faire, mais j'avançais toujours vers d'autres opportunités. Puis un jour, il y a eu la proposition d'un livre. Puis tu sais, j'avançais toujours à petits pas. Puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'avance à petits pas, mais quand je regarde en arrière, il y a 5 ans, le pas est complètement différent, tu sais. Puis je pense que je referais le même parcours étrangement, sachant de « Ah non, t'inquiète pas, ça va amener à ça. Tu sais, c'est juste que je le savais pas à l'époque. Mais il y a pas eu de moments déterminants parce que comme c'est un mode de vie, c'est toujours, je le découvrais moi-même aussi au travers de mes expériences, je te dirais. Il y a quand même quelque chose de très puissant là-dedans parce que cette transition-là vers ce mode de vie-là qui était avec la réduction des déchets, autant au niveau alimentaire que même progressivement dans tes biens, c'est quand même cette détermination-là à instaurer ça et à le maintenir. Parce que des fois, on a le désir de créer un changement, tout ça, mais c'est pas nécessairement durable. Ouais. Alors que tout ça, tout ce processus-là qui probablement aussi venait te chercher au niveau de tes valeurs, t'a permis de te rendre jusque-là. Mais en 2017, alors que tu as accroché ton tablier, disons-le comme ça, en tout cas, en termes de traiteur, cette année-là, quand même, une année sabbatique que tu as décidé de prendre, a dû quand même être importante pour la suite des choses. Parce que, est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que il y a beaucoup de choses qui se sont emboîtées pour ta nouvelle carrière? Ah, bien, complètement. Mais premièrement, l'année a commencé avec le décès de mon père en janvier. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, moi, j'étais déterminée. Je venais d'avoir des années vraiment difficiles, tu sais, au niveau professionnel et personnel, parce que, tu sais, mon père, c'est le pilier de la famille, là, évidemment. Puis, j'avais l'opportunité de fonder le premier festival Zéro Déchet, co-fondé avec d'autres citoyens. Puis, tu sais, je voulais vraiment faire ça, mais c'est difficile parce que le zéro déchet, à l'époque, était vu comme étant vraiment... il fallait que tu sois radical pour être capable de te déclarer zéro déchet. Puis là, il y avait des clans puis des petites guéguerres à l'interne de militants. Puis tu sais, moi, je suis pas là-dedans, là. Ça m'intéressait pas en tout de jouer à cette game-là. Fait que oui, 2017 a été l'année déterminante où est-ce que, tu sais, j'ai décidé que j'investissais tout pour comme me lancer... vers ces horizons-là. Mais c'était réfléchi depuis plusieurs années. C'est juste que là, j'étais à bout. Puis émotivement, j'avais besoin d'une pause aussi, tu sais, vu que je perdais mon père. Mais je te dirais que... comment je pourrais dire ça? C'est comme si tout avait... Tu sais, j'avais commencé déjà à faire des petits peu de conférences, j'avais commencé à faire un petit peu de militantisme, j'avais commencé à faire un petit peu de chronique à la radio, une fois de temps en temps, des apparitions télé, tu sais. Fait que tout était déjà instauré, c'est juste que là, je faisais de la place. Puis, encore une fois, le vertige professionnel me faisait pas peur. Donc... Mais ça, c'est quand même un élément de ta tête de cochon, d'avoir cette confiance-là. Puis ça, c'est ce que je trouve beau avec les têtes de cochon, c'est que chaque tête de cochon est unique aussi, parce qu'il y a des forces communes, mais on gère pas le risque de la même façon. Est-ce que tu voyais ça comme un risque, cette année-là de pause, ou en tout cas en fait... Oui. Mais ma tolérance au risque est particulièrement grande, moi. C'est quelque chose. Tu sais, puis même qu'il faut que j'apprenne à être un petit peu moins dans la tolérance au risque parce que j'ai tendance à me pousser trop loin parce que je vais toujours être capable de trouver une façon de, comme, réchapper. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est à quel prix, tu sais, je veux dire, ta fatigue mentale, ta vie personnelle, puis tout ça, fait que, tu sais, ça te tente pas vraiment, là. J'ai envie de plus d'équilibre, je te dirais. Mais oui, je voyais qu'il y avait un risque, mais en même temps, j'ai jamais manqué de travail, puis tu sais, j'ai toujours tombé sur mes pattes, puis... fait que, tu sais, des fois, je le sens, là. Des fois, j'ai des petites journées où est-ce que là, je suis un petit peu plus insécure, puis je me dis, hey, Flo. Franchement, tu sais. Donc, oui, je voyais qu'il y avait un risque, mais en même temps, tu sais, j'ai d'autres talents à côté. Fait que, tu sais, à la limite, je pourrais toujours cuisiner, je pourrais toujours faire de l'organisation, je pourrais toujours faire de la gestion de projet. Fait que, peu importe l'angle, je vais m'épanouir au travers de tout ça parce que moi, j'ai tellement côtoyé de gens qui étaient dans le succès médiatique que ça m'a... Tu sais, c'est rendu que ça m'écoeure un peu. Tu sais, c'est pas ça qui m'attire du tout dans ce que je fais. Puis moi, je le sais qu'un jour, je vais juste disparaître
publiquement, tu sais, pas là, mais dans le sens que je sais qu'un jour, je vais faire comme, oh, là, j'en ai eu assez. Comme le jour où je me suis dit, bon, là, j'en ai eu assez de la cantine parce que j'aurais pu continuer toute ma vie puis avoir un succès incroyable, mais ça m'intéressait plus, tu sais, je suis allée au bout, puis c'était réglé. La fois, j'ai vendu ma roulotte, puis j'ai croisé ma roulotte, j'étais allée prendre une marche dans mon quartier, puis là, elle était stationnée, puis j'ai fait, ah ben, maman, c'est une cantine. À quel point je m'en fous. Tu sais, j'étais juste... À quel point c'est rendu... C'est drôle, j'ai l'impression que ça fait même plus partie de mon histoire, tu sais, mais... En tout cas, ouais, c'est drôle à dire. Mais c'est fascinant parce que, d'un autre côté, t'es vraiment à l'écoute. Même si, oui, des fois, peut-être que tu vas prendre trop de risques parce que tu as la capacité de rebondir, il y a quand même cette... OK, bien là, c'est assez. Merci. OK, on passe à un autre appel. Puis quand tu dis que la cause t'a choisi, comment t'expliques ça? Ben, tu sais, au début, je disais que je faisais de l'économie familiale, que je modernisais les pratiques de nos grands-mères. Ben, comment j'explique ça? C'est drôle, hein? J'ai pas les réponses à tes questions, je me sens tellement mal. Mais c'est parce que ça a été un processus, puis c'est un petit peu ça que je fais. Tu sais, je démontre quand j'écris des livres, quand je fais des chroniques à la télé. Tu sais, maintenant, j'ai la chance d'avoir une plateforme à Salut Bonjour, tu sais, puis tous les jeudis, je fais une chronique, puis à chaque fois, je suis comme, hey là là, tu sais, je vais pas être... je vais pas être radicale, justement, là, dans ma façon de présenter. Ça sera pas tout un ou tout l'autre. Il y aura pas des gentils puis des méchants, tu sais, parce que c'est mon mode de vie. Puis de dire, ben oui, prendre plus les transports en commun, mais, tu sais, cette journée-là, ben j'y ai quand même en voiture, puis j'explique pourquoi. Mais sans être dans la justification, c'est juste comme comment la cause m'a choisi. C'est mon mode de vie. Fait que c'est un petit geste à la fois. Puis, ben ça fait juste grandir dans mes capacités. Fait que je me suis jamais dit, tiens, là, je fais du zéro gaspillage. Le terme n'existait même pas à l'époque. Dans mon premier plan d'affaires en 2012, je disais que je faisais du développement durable puis je réduisais les pertes alimentaires. Tu sais, c'était tellement pas sexy. Là, maintenant, il y a un beau terme, tu sais, puis tout ça, mais c'est vraiment le mode de vie. C'est de tous les jours faire autrement. Puis que ça soit pas difficile, c'est dans le plaisir. C'est de faire, hey, j'ai du fun à essayer de faire ça autrement. Hey, je me suis sentie m'épanouir, puis j'ai comme découvert une facette de moi que je connaissais pas. Il y a quelque chose de fort aussi, tu sais, quand tu dis de pas se justifier, parce que souvent, ça a l'air gros pour les gens, alors que ton approche est dans le plaisir, elle est... puis toi, la culpabilité, c'est non, là, le moins possible. Non, pour vrai, je suis pas capable. Mais c'est vrai que c'est pas le fun. Hey, on se culpabilise de tout dans la vie, là. On peut-tu se donner un break? Pause, tu sais, s'il vous plaît, comme on peut-tu juste s'alimenter? Puis ça m'arrive encore de gaspiller, mais c'est rare. Mais quand je gaspille, je me tape pas. Je suis juste comme, bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Tu sais, fait que c'est tellement différent l'approche, c'est beaucoup plus indulgent. C'est drôle parce que l'année dernière, tu sais, j'ai fait le défi zéro gaspillage avec Guillaume Quentin, puis lui, c'est le mot qu'il a retenu, là, l'indulgence. Des fois, j'étais comme, Guillaume, parce qu'il est comme moi, il est super exigeant envers lui-même, il a une vision de la société, il sait où est-ce qu'il veut aller, tu sais, puis il prend ça sur ses épaules personnelles. On est deux bébites pareilles, là. Je l'aime assez, ce gars-là, puis... Mais des fois, je disais à Guillaume, hey, soyons indulgents avec nous-mêmes. C'est pas parfait, mais on n'a pas les moyens que ça soit parfait. Tu sais, ça nous coûte à nous personnellement. Assumons qu'on n'est pas parfait, puis peut-être le message va être encore plus porteur, dans le fond, tu sais. Oui, mais parce que ça sert à rien de viser ça. L'humain ne l'est pas, fait qu'aussi bien avoir une approche où, ben oui, on a le droit d'être imparfait, mais on fait de notre mieux, puis tu sais, Puis on apprend. Oui, c'est ça, puis en fait, tu le dis, là, que t'es imparfaite, mais que t'es toujours dans l'optique de t'améliorer, tu sais. Je trouve que ça, c'est le message à inculquer, finalement. Ben c'est parce que, tu sais, moi, je me suis beaucoup... éloignée des influenceurs zéro déchet, des militants zéro déchet, parce qu'ils étaient très radicaux, mais il y avait beaucoup, beaucoup de jugement puis de condescendance, je trouvais, dans leur approche, tu sais. Puis c'est parce que il y a 1000 raisons pour qu'on ne fait pas parfait. Tu sais, moi, je te donne un exemple, j'ai des allergies alimentaires à certains légumes. Puis
je peux pas, quand je suis à l'extérieur, en tournée, en région, au Québec, être végétalienne, me déplacer en transport en commun, sans emballage, à cause de mes allergies alimentaires, à cause de... il faut que j'aille d'une école à l'autre. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qui sont juste pas réalistes. Fait que c'est comment tu le fais, mais dans le meilleur de ta capacité du moment même. Puis sans juger les autres. Moi, ça m'arrive plein de fois là, que je parle avec quelqu'un, puis je regarde dans les yeux, puis à la fin de la conversation, la personne a dit « Hey, puis en passant, je m'excuse pour ma coupe de café jetable. » Puis je suis comme « Hey, à quel point j'avais pas remarqué. Je t'ai regardé dans les yeux. J'étais pas là à te scruter à savoir est-ce que j'étais meilleure que toi. Mais dans l'univers du zéro déchet, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, cette compétition-là. Puis moi, je suffoquais. Je sentais pas que je pouvais exister. Je sentais juste qu'il fallait que je sois performante. Fait qu'il y a tellement un piège de tomber dans la performance. Puis la performance, c'est pas durable. Non. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la performance aussi, des fois. Fait que, ouais, j'étais pas à l'aise là-dedans, je te dirais. Je comprends. Est-ce que tu trouves que, mettons, en tant que Nord-Américain, c'est qu'on est tellement dans notre confort qu'on a de la misère à constater les gestes qu'on fait. Puis en même temps, nos voisins, tu sais, on peut pas se péter les bretelles, là. Tu sais, on est mieux que nos voisins du Sud, là, parce que c'est pas le cas du tout. Ouais. Comment on peut... comment je dirais ça? Comment on peut sensibiliser et faire comprendre peut-être aux gens, ou du moins, c'est ça, sensibiliser les gens à ce confort-là qui peut exister, mais autrement? Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, dans ma conférence jeunesse, je dis souvent aux gens, aux jeunes, en fait, tu sais, je leur explique c'est quoi les changements climatiques. Puis là, je fais des parallèles avec l'univers qu'ils connaissent, qui est beaucoup plus réduit qu'un adulte, évidemment. Ils ont moins d'expérience de vie. Tu sais, je dis, bon, la planète, les changements climatiques, c'est comme ça faisait de la fièvre. Puis la planète ne peut pas nous envoyer un texto pour nous dire qu'elle va pas bien, fait qu'elle nous envoie des extrêmes climatiques. Puis là, nous, les humains, on veut pas l'entendre parce qu'on a l'impression que si on se met à l'entendre, bon, on pourra pas avoir de nouveaux jouets, de nouveaux vêtements, puis voyager, ce qui est faux. Puis là, je leur donne des exemples de comment devenir des super-héros de l'environnement en voyant au-delà de l'usage unique des choses. Puis là, ils comprennent bien le message, tu sais, de dire « Ah ben oui, c'est vrai que je vais pouvoir continuer à voyager quand même, mais peut-être d'une place à l'autre, en vélo, en transport en commun, en autobus. » Tu sais, on parle de petites distances, on s'entend, mais déjà, là, ils réfléchissent à ça. Après ça, je leur dis, mettons, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des nouveaux vêtements, mais qui t'avaient été donnés par un plus grand? Puis là, tout le monde dit « Oui, puis moi, je l'ai fait avec un plus petit. » Je dis « Ben, tu vois, ça, c'est un beau geste de super-héros, puis c'était nouveau pour toi. » Donc, tu sais, t'avais cette espèce de satisfaction-là de confort de porter un nouveau vêtement, puis tu sais, t'es tellement fière quand tu portes un nouveau vêtement, puis qu'il te va bien. Fait que, tu sais, je leur ramène à des parallèles que tu peux avoir exactement le même confort, mais juste autrement, parce qu'on a une vision tellement dans des œillères qu'on a l'impression qu'il y a juste une façon de faire, c'est d'acheter, consommer, jeter. Mais c'est faux. Puis la créativité, puis voir au-delà de l'usage unique des choses, c'est ça que ça amène, tu sais, c'est de voir chaque matière, puis va faire comme « Ah, wow, tout a comme plusieurs potentiels, dont toi. » Fait que le confort, pour moi, je trouve que c'est un piège, en fait, parce que... c'est faux de penser que c'est comme ça qu'on se sent le mieux. Moi, c'est quand je possède le moins de choses possible. Tu sais, moi, je vais souvent en Scandinavie, puis je pars toujours avec une valise cabine. Un petit, une mini-valise. Oui, celle que tu mets là, en haut de ton siège, là, puis un sac à dos. Puis je peux être là 8 semaines avec les mêmes vêtements, puis je reviens chez moi, puis je me sens envahie de tout ce que je possède, tu sais. Puis quand je suis là-bas, je manque de rien, je me sens libre, je suis heureuse, puis tout. Puis je vois des photos de moi, puis je me dis, mon Dieu, à quel point je pétille. Contrairement à quand je suis dans mon confort du quotidien, il y a comme quelque chose de... Tout ce que je regarde est une gestion pour ma charge mentale. Fait que, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais une fois qu'on comprend que le confort, c'est un piège, puis que
moins on possède, plus on a de place pour se réinventer. Ouais. Puis même chose pour l'alimentation, là, tu sais, moins tu possèdes. Moi, ma soeur, elle me dit toujours, puis elle me dit toujours, comme, elle joue comme si elle était fâchée, elle dit, ça n'a pas de sens, on ouvre ton frigo, il n'y a rien dans le frigo, puis là, tu nous fais des festins. Moi, tu viens chez nous, mon frigo, il déborde, puis je sais pas quoi manger, tu sais. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Moi, mon frigo, il fait pitié, tu sais. Mais en même temps, je l'ouvre, puis je suis comme, wow, t'as-tu vu tout ce que je peux cuisiner avec ça? Fait que, tu sais, c'est un petit peu la même chose pour moi. C'est le confort, c'est t'étouffer. Tandis que être un petit peu moins confortable, c'est la façon que tu as de la place pour juste te réinventer, te redécouvrir, puis de faire « Ah, yeah, je savais pas que, mettons, tel aspect de l'environnement ou tel aspect du zéro gaspillage ou du zéro déchet était si important pour moi. » Puis là, plus tu te comprends, bien, plus tu as les moyens d'aller demander aux entreprises, aux grandes, c'est ces entreprises qui te vendent les produits, de faire « Hey, non, finalement, maintenant que je me connais puis que je suis un petit peu moins confortable, ça, ce que tu me vends, ça me convient pas. » C'est comme ça qu'on va faire le changement, à mon avis. Est-ce que tu penses que les entreprises... ben parce que moi, je crois chaque petit geste compte, mais souvent, les gens vont dire... Ouais, mais tu sais, dans le fond, les grandes entreprises continuent de polluer, nanana, fait que ça annule ce que je fais, fait que je le fais pas. Là, je suis comme, OK, ouais, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. -3, là, je suis comme, ouais, non, je suis pas certaine. Cette vision-là, premièrement, par rapport aux gens, l'impact des gestes, mais est-ce que aussi il y a des alternatives pour nos entreprises? Sûrement. Ah, ben oui, c'est juste qu'il n'y a pas d'encadrement. C'est que moi, à chaque fois, j'entends là, les gouvernements là, de dire « Ah, mais là, on va imposer une taxe, puis on va proposer une loi sur telle affaire. » Puis je suis comme « Ouais, mais t'imposes quelque chose que tu maîtrises même pas. Tu leur demandes... » C'est comme si tout le monde se pèlte la responsabilité dans la cour des autres. Fait que il faudrait que le consommateur fasse des petits gestes, puis plus il va faire des petits gestes, un matin, il va se réveiller, puis il va faire « Ah, j'avais pas réalisé que ce que je faisais avant, finalement, ça me dérange, puis j'ai envie de faire autrement, puis maintenant, je vais être moins tolérant. » Puis je te dis pas de la radicalité, là, mais tu sais, vraiment, je vais juste être moins tolérant sur telle façon de faire, mettons, parce que finalement, ça me dérange. Donc, ce que les gouvernements font, ce que les entreprises leur vendent ou quoi que ce soit, bien, ils vont vouloir comme... le modifier. Fait que la voix va porter par là, premièrement. Puis après ça, ben tu sais, je pense que si tout le monde se met à mieux se connaître, puis, ben on va savoir c'est quoi les gestes qu'on veut changer. Puis le gouvernement, tu sais, il a beau dire aux entreprises, ben arrêtez de gaspiller, mais les entreprises ne sont pas encadrées, puis s'il n'y a pas de formation, ben ça va être n'importe quoi, là. Ça va juste être du greenwashing, de l'éco-blanchiment pur et dur. Fait que, tu sais, en même temps, il faut que tout le monde se regarde le nombril, dire OK, où est-ce que je peux m'améliorer? Puis là, que les gens qui ont des expertises, tu sais, comme moi, j'ai une expertise, mais pas nécessairement pour les différents paliers du système alimentaire. Guillaume ou Éric Ménard sont forts là-dedans. Eliane Brisebois, c'est des experts du zéro gaspillage qui sont forts dans d'autres secteurs. Moi, c'est dans la quotidienneté, dans ton pouvoir de consommateur à la maison, mettons, tu sais. Fait que moi, je pense que si tout le monde est capable de se poser la question, ben les changements comme et pour les entreprises et pour les gouvernements vont être peut-être un petit peu mieux compris. Ça va être pas comme la pression « Ah, mon Dieu, il faut absolument que je change. » Ah non, je comprends qu'il faut que je change parce que j'ai tel impact, puis je ne veux plus avoir cet impact négatif-là sur l'environnement, mais je sais que je peux avoir un résultat similaire en faisant autrement. Mais il faut qu'on se pratique, il faut que... Tu sais, au lieu d'être juste dans l'idéologie puis dans la culpabilité, si tout le monde essaie de faire des petits gestes, puis ceux qui ont un talent, « Hey, moi, j'ai réussi de telle façon », puis le partage aux autres, bien, l'échange va être plus porteur. Tu sais, moi, je suis ouverte d'apprendre des gouvernements puis des entreprises, puis moi, je suis contente d'aller dans une entreprise pour leur montrer comment faire autrement ou de réfléchir à un programme pour les aider à les encadrer, pour dire « OK, c'est ça le changement que tu veux faire, parfait, mais tu pensais que ça serait ça les étapes en fonction de ton besoin. On pense pas à nos besoins, on pense juste aux résultats. » Puis moi, ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? Bien, parce que c'est pas... c'est de la performance, tu sais. Ça revient à la croissance, à tout le temps monter, tout le temps, alors que ça va un peu aussi à l'encontre du mouvement. Ben oui, le but, c'est de décroître, mais en continuant d'évoluer. Ben c'est ça. On n'arrêtera pas d'avancer, de grandir, même si on pense autrement. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, la décroissance, moi, ça fait d'à peu près justement depuis 2017 que je la pratique. Puis je trouve ça difficile, là, vraiment. Mais en même temps,
à chaque fois que j'atteins une nouvelle étape, ben mon Dieu, je me sens affranchie aussi de cette consommation-là, tu sais. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ta consommation de biens, dans la société, en fait, qui te confronte? Tu sais, tu vas à contre-courant, mais que tu as de la misère à avancer. Tu sais qu'il faut que tu t'en ailles là, mais Ouais, non, la vague revient. c'est que, tu sais, mettons, cette année, j'ai essayé de faire un défi rien de neuf, OK? Oui. D'acheter rien de neuf. Mais finalement, j'ai acheté peu de choses, mais ce que j'avais besoin de l'acheter neuf. Tu sais, tu comprends ce que je veux Oui. dire? Dans le sens que, écoute, je pense à plein d'exemples de choses que j'ai voulu acheter de seconde main, puis c'était pas disponible, c'était pas le bon format, la bonne taille, peu importe tu sais, si c'était vestimentaire ou autrement. Puis au final, je me retrouvais à l'acheter neuf quand même, tu sais, mais mon réflexe, c'est d'aller vers la seconde main, mais tu sais, ça répondait pas à tous mes besoins. Fait que je trouve ça difficile, ça, tu sais, de dire comme « Ah, je voudrais, là ». Fait que dans ce temps-là, j'accepte que je suis peut-être pas... Cette année, mon défi rien de neuf, il est vraiment pas parfait, mais je vais pas le faire juste un an. Je vais continuer l'année prochaine, tu sais. C'est ça, c'est comme une autre étape qui s'ajoute à ton mode de vie. Ouais. Tu sais, c'est une autre portion de ta transition. Ouais. Mais en même temps, pas de culpabilité. J'ai Non, fait non, tout ce que je pouvais. Finalement, le résultat, c'est ça, mais t'apprends tellement. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est super important de regarder où ont été déclenchés mes réflexes de surconsommation ou de consommation tout court. Tu sais, des fois, je peux être pendant plusieurs jours sans avoir besoin d'acheter quelque chose, puis à un moment donné, ça me pogne, là. Fait que là, OK, mais c'est causé par quoi? C'était-tu un besoin émotif? C'était-tu un besoin physique? C'était-tu un besoin... Peu importe c'était quoi. C'était-tu parce que j'étais pas dans mon pays, puis là, j'avais pas accès à ce que j'avais à la maison, puis finalement, j'avais pas anticipé que j'en aurais besoin. Tu sais, il y a mille raisons pourquoi est-ce que j'ai besoin de consommer quelque chose. Puis, j'essaie vraiment d'analyser ça, puis de le réfléchir constamment, tu sais, de dire, ah, tu vois, cette année, jusqu'au mois de, je pense que c'est juin, tu sais, comme la moitié de l'année, consommer était vraiment, j'ai acheté des affaires vraiment pour le travail, là, mais pour moi, j'avais vraiment pas besoin. Puis là, de un moment donné, la seconde que j'ai ouvert la valve, c'est comme, là, j'avais recommencé à consommer, puis là, je vois que je consommais un petit peu plus qu'au début de l'année, puis des affaires que j'achète sur le moment que je suis persuadée que j'en ai besoin, mais finalement, pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est de dire, OK, fait que là, je reconnais que je suis capable, mettons, de 6 mois, c'est facile, mais après ça, il y a un déclencheur. Comprendre le déclencheur, tu sais, de pas juste le condamner ou de le juger, au contraire, de faire, OK, dans quel état j'étais? Quand tu décortiques, là, puis tu peux le faire anonymement, t'as pas besoin de te sortir sur la place publique, là, puis tu sais, tu peux juste faire comme, ah, tu sais, je réfléchis à ça, puis tu sais, tu te découvres toi-même au travers de ça. Oui, c'est ça. Ça nécessite de l'introspection. Il faut que tu déconstruises ces mécanismes-là, finalement, On n'a pas toujours la réponse tout de suite. Non. Fait que ça, c'est important aussi. Tu sais, ça revient à l'indulgence, mais de dire, OK, j'essaie de comprendre pourquoi, mais je vais continuer à y réfléchir. Puis à un moment donné, une pensée va m'amener vers une autre, puis ainsi de suite. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais trouver le nœud, dans le fond. Les enfants. Ouais. Qui sont... je lisais là-dessus, puis il y a tellement quelque chose de fort dans les générations futures. Puis j'écoutais un podcast, justement, où t'en parlais, puis là, j'étais là, oh, faut que je lui parle de ça, parce que ça vient tellement me chercher. Premièrement, parce que pour l'avoir vécu personnellement, quand j'étais plus jeune, à la fin du primaire, où j'avais une enseignante qui était tellement impliquée, qui nous a... tu sais, on a fait une manifestation pour la planète. Wow. Tu sais, on était vraiment une école qui... sur l'entrepreneuriat, mais aussi qui prônait les valeurs vertes. Fait que moi, c'est vraiment venu me percuter au cœur. Fait que c'est pour ça que ce désir-là de prendre soin de la planète part de très loin. Ouais. Mais je crois vraiment en les jeunes générations. Puis le travail que tu fais au quotidien, autant par tes conférences que par ton livre, clairement, ça a une puissance. Puis qu'est-ce qui te fait, toi, vibrer quand tu vas à la rencontre de ces jeunes-là? Ben moi, c'est parce que c'est un peu thérapeutique, là. En fait, à la limite, c'est égoïste, mon truc, mais c'est que moi, je veux qu'ils comprennent ce que j'ai pas compris. C'est que moi, je résistais parce que je comprenais pas pourquoi ma mère voulait nous amener dans cette direction-là.
Donc, pour moi, c'est de vulgariser puis de dédramatiser toutes les catastrophes climatiques ou tout ça en disant, probablement, il n'est pas trop tard, mais il faut qu'on agisse ensemble. Puis, tu sais, t'entends plein de termes que tu comprends pas. C'est normal, il y a plein d'adultes qui ne comprennent pas non plus. Mais voici ce que ça veut dire dans des mots d'enfant, puis voici ce que tu peux faire. Puis tu peux commencer par un truc, mais plus tu vas te pratiquer, meilleur tu vas devenir. Puis quand tu vas avoir mon âge, tu vas devenir un génie de l'environnement. Puis peut-être que le métier que tu vas faire, tu vas l'inventer, puis que c'est grâce à toi que la planète va mieux se porter. T'sais. Fait que c'est comme le chemin un peu que je veux prendre. Puis, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment beaucoup des enfants. Puis, quand j'ai gagné l'insigne Mammouth en 2018... dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'appels d'enfants là, entre 7 et 20 ans qui me posaient des questions sur l'environnement, zéro gaspillage, zéro déchet, ou qui faisaient un travail sur moi, peu importe. Là. Puis à la fin de chacune de ces conversations-là, tous avaient la même question, puis personne ne se connaissait. Là. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a comme pas d'avenir, tu sais, qu'on est foutu? Puis j'ai tellement pleuré, mon Dieu, j'ai fait de l'éco-anxiété dans le tapis. Puis je dirais que c'est là que j'ai décidé que je ne ferais pas d'enfant moi-même, mais que j'allais essayer de tout offrir ce que je connaissais. Puis, tu sais, je connais vraiment pas tout, là, mais tu sais, comme j'allais vraiment accompagner ces jeunes-là. Moi, c'est devenu clair du jour au lendemain. Tu sais, les gens disent « Ah, ça a été dur de faire le deuil depuis avoir d'enfants. » J'étais comme « Oh non. » Je pense que c'est le deuil le plus facile que j'ai eu de ma vie de faire « Non, mais je serais pas capable. » Tu sais, je serais pas capable, puis... je veux pas faire subir ça à quelqu'un, tu sais. Mais par exemple, tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui sont enceintes en ce moment, puis ça m'est jamais passé par l'esprit de les juger, tu sais. C'est juste que moi, je vais être la tata Flo, qui va être là pour les accompagner, puis leur faire voir les choses autrement. Mais les gens peuvent continuer à avoir des enfants, là, mais moi, je serais pas capable, tu sais. Fait que c'est ça, c'est d'accompagner, puis justement, d'être cette personne-là qui a un recul assez grand pour... Tu sais, mettons, un parent, quand il dit quelque chose, vu que c'est ton parent, tu bloques, puis tu es dans l'opposition. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui est avec un plus grand détachement émotif, ben là, ça passe mieux. Ben moi, je veux devenir cette personne-là. C'est comme si c'est devenu super clair du jour au lendemain. Puis tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je me serais effondrée en larmes. Mais maintenant, c'est ancré en moi, là. C'est une certitude que... je veux être cette personne-là qui va être un petit peu détachée du lien de... Tu sais, je serai pas la maman. C'est ça. Je serai pas la maman, je serai pas... mais je vais être cette personne-là qui va influencer autrement, tu sais, avec cette vision-là, dans le fond. Ouais. Tantôt, tu parlais du leg. Ouais. Puis tes conférences, ça y contribue. La cuisine aussi. Tu sais, de cuisiner en limitant nos déchets, mais juste le plaisir de cuisiner aussi, je pense qu'il est important de retrouver ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les rencontres que tu as vécues jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as des moments qui te viennent en tête ou des anecdotes, d'échanges que tu as eus avec ces jeunes-là qui te marquent, pas qui te hantent, mais qui t'habitent encore, en fait? Ah oui, mais à tous les jours, ils ont tellement des questions pertinentes, là, c'est vraiment... Puis tu sais, moi, je suis pas du tout gênée de dire à un enfant, écoute, j'ai pas la réponse, je vais te donner mon hypothèse, mais je te garantis pas que c'est la vérité absolue, tu sais. De leur dire de ma lecture à moi, ce que j'en fais, puis de dire, ben regarde, ça, c'est ce que je pense, mais tu pourras aller faire des recherches, de guider sa recherche, dans le fond. Mais oui, les enfants, ils ont tellement des témoignages forts. Là. Écoute, je veux dire, je veux pas t'en raconter un parce que je t'en rencontrais 25. À tous les conférences, il y a un témoignage où... c'est vraiment fascinant. Là. Moi, ce qui me fait le plus triper, en fait, quand je fais des conférences dans les écoles, c'est que je commence la conférence, ils ont un regard attentif, puis je finis la conférence, puis ils n'ont plus le même regard. Ils ont compris quelque chose. Vraiment. Il y a comme eu un déclic dans leurs yeux, puis tu le vois, c'est très, très clair. Ah oui. Puis ça veut pas dire qu'ils vont appliquer tout de suite, parce que, tu sais, peut-être que le parent va être en réaction, puis il voudra pas, lui, limiter ses déchets, parce que ça va confronter à toute la richesse qu'il a essayé de bâtir pendant des années, qu'il a essayé de s'affranchir de la pauvreté familiale, peut-être, tu sais. Fait que le nœud va être là, mais tu vois qu'il
il a compris quelque chose, puis il a été habité par quelque chose. Puis, en fait, c'est comme si j'étais allée ouvrir, débarrer la clé de sa créativité par rapport à l'environnement. C'est comme ça que je le vois, là, vraiment. Est-ce qu'il y en a, par exemple, parce que là, ça fait quand même plusieurs années que tu fais des conférences, est-ce que il y a des jeunes que tu as rencontrés peut-être fin du primaire, qui le sont rendus des grands ados, à la limite peut-être des jeunes adultes, parce que, mon Dieu, le temps va vite, et qui sont revenus vers toi, qui t'ont dit « Hey, ça m'a marqué, c'est... Il y en a-tu? » Bien, pas encore, je te dirais. Ça fait comme seulement 3 ans que je me permets de faire du jeunesse autant. OK. Mais j'ai souvent, par contre, des messages de soit professeurs ou de parents qui m'écrivent. Ah oui? Ouais, pour me dire l'impact que ça a eu, par exemple. Tu sais, soit mon passage à la télé, la recette que j'ai faite dans le magazine Les Explorateurs, par exemple. Ou... J'ai souvent des retours d'adultes par rapport à l'impact que ça a eu sur l'enfant, mais tu sais, pas un adolescent qui est devenu un jeune adulte, puis là, lui, a décidé qu'il se partait dans quelque... Non, ça, non. Mais c'est vraiment courant. Puis les adultes aussi, tu sais, moi, j'écris dans le journal Métro, puis au début, je savais pas trop l'angle d'approche, puis c'est des super courts textes, mais finalement, je suis juste... C'est comme si je déconstruis le mythe de la performance à chaque fois, tu sais. Puis, tu vois, mon dernier article, là, j'ai eu 2 personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, merci de l'avoir abordé de cette façon-là, pas dans la radicalité, mais dans la nuance, puis de juste de le réfléchir autrement, ça fait du bien. C'est enfin, je trouve ma place, tu sais. Puis, aurais-tu d'autres pistes de solutions encore, tu sais, c'est... Wow! Fait que ça, c'est plus commun. À voir dans les prochaines années. Mais c'est sûr, parce que là, tu sèmes des graines. Là. Oui, il y a des fleurs qui vont sortir de ça. Là. Il va falloir se reparler pour faire le point là-dessus. Mais le pouvoir des conférences, même au niveau des adultes, c'est quoi le retour? Parce que tu dis justement, quand tu es à la télévision, tu n'as pas... Tu sais, le retour n'est pas direct. Oui, non, c'est un monologue. C'est ça. Tu parles à une plus grande majorité de personnes, mais la puissance, c'est le contact humain et dans le dialogue. Oui, bien, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est un privilège de faire de la télé, mais c'est pas ce que je préfère, tu sais. Parce que moi, j'aime être dans le dialogue. J'aime regarder la personne dans les yeux, puis l'écouter, puis d'essayer de comprendre c'est quoi son besoin, puis qu'ensemble, on trouve une solution pour son besoin, tu sais. Ça, c'est ce qui me fait vraiment le plus triper parce que à chaque conférence, moi, j'apprends quelque chose. Tu sais, je trouve ça fascinant. Les gens, là, ils sont tellement heureux de partager leurs bons trucs. Puis c'est pas juste les enfants, là, tu sais, c'est les adultes aussi. Puis je me dis, wow, tu sais, l'échange est vraiment plus... est beaucoup plus riche, à mon avis, là. Ouais. Puis il y a le médium du livre, quand même. T'en as écrit 5. Oui. Dont ceux qui sont sur la table, 1, 2, 3, vie, recette, zéro, gaspille. La consommation dont vous êtes le zéro, mais qui est écrit comme un héros. Oui, c'est ça. Il y en a un aussi qui est pour les enfants, défi, zéro, gaspille. Et le premier aussi, l'art de cuisiner sans se gaspiller et sans se ruiner. Un truc comme ça. Fait que ça, la puissance du livre, ce désir d'écrire et de partager par ce médium-là, ça éveille quoi en toi? Bien, en fait, c'est de laisser une trace sur tout ce que je sais pour que les gens puissent le prendre, puis après, l'amener encore plus loin avec leur touche à eux. Donc, pour moi, c'est juste c'est ça, c'est la trace, en fait. C'est de dire... voici où je suis aujourd'hui. Tu sais, le livre « La consommation dont vous êtes le zéro », je l'ai écrit en 2017, je crois, puis il est sorti en 2018. Ou je l'ai écrit en 2018, puis il est sorti à la fin 2018. Je me souviens plus trop, mais plusieurs années plus tard, tu sais, je le réécrirais, mais avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de... il y a des trucs que j'enlèverais parce que finalement... Oui? Oh oui, tu sais... il y a plein d'affaires que j'enlèverais, de petits trucs, parce que je pense pas que c'est ça qui est le plus rassembleur. OK. Mais en même temps, c'est tellement un outil extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est juste que, tu sais... Avec le recul, là, c'est ça, c'est imprimé. Fait que là, tu continues d'avancer après la publication du livre, finalement. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on dit avancer, mais en même temps, sur bien des trucs, j'ai reculé parce que je trouve que il est très accessible, ce livre-là, mais
il y a certains petits trucs dedans qui feront peut-être plus la performance, justement. Tu sais, pour moi, la surconsommation puis l'extrême zéro déchet, c'est le même problème. OK. C'est de la performance. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que le noyau principal de ce livre-là est très, très accessible. Le message est très doux, là, tu sais, contrairement à bien du monde, qui vont prôner le zéro déchet. Mais, ouais, c'est ça, il y a plein de petits trucs que je disais, mais tu sais, ultimement, peut-être que je serais encore plus dans l'humilité de dire, ah, ben ça c'est mon objectif, mais ma réalité, c'est ça. Tu sais, peut-être que je ferais plus de petites chroniques, justement, objectif versus réalité. OK, Ouais. oui, c'est ça. Dans le quotidien, oui, on peut tendre, espérer, aspirer, mais il y a des contraintes de la vie de tous les jours, des fois, qui nous le permettent pas, mais au moins de viser ça, c'est quand même tout ça dans l'indulgence aussi. Exact. Et dans zéro culpabilité. Je peux pas te recevoir sans parler quand même des avantages de cuisiner les rebuts alimentaires parce que, surtout en plus dans une période où le coût de la vie augmente, souvent on a l'impression que on les dévalorise en fait. Alors qu'ils ont encore plein de potentiel. 1, 2, 3, vie, recette zéro gaspille, ça en parle. Pourquoi c'est avantageux? Puis on devrait justement être sensibilisé puis se donner une chance d'essayer de cuisiner avec ces aliments, ces restants d'aliments-là? Bien, certainement. Puis, ben en fait, pour plusieurs raisons, c'est que tu fais des économies, mais de temps, d'argent, d'énergie. C'est drôle parce que j'ai reçu ma facture d'hydro. Oui. Moi, je fais des versements égaux tous les mois. Puis là, c'était à la fin du cycle de mon année. Puis, je pense que j'ai eu un crédit de 80 $ parce que, en étant plus efficace, ça me prend vraiment beaucoup moins de temps, moi, cuisiner, parce que, justement, je suis dans cette notion-là de je rebondis toujours sur quelque chose d'autre, je repars jamais de zéro. Donc, tu sais, ça me prend moins de temps, je fais moins la vaisselle, puis tout. Donc, j'utilise moins le four aussi. En plus, maintenant, j'ai une machine 10 en 1, tu sais, à la base, parce que je voulais me procurer un air fryer, mais moi, je voulais pas avoir 6 machines. Oui. Fait que, tu sais, elle fait tout, là. Tu sais, elle cuit comme un four, elle fait air fryer, elle fait pressure cooker, tu sais, tout ça. Fait en plus, j'utilise plus mon four. Fait que, tu t'imagines, en plus d'être plus efficace, je suis toujours en train de rebondir sur ce que j'ai déjà. Fait que, finalement, tu sais, je gagne du temps, mais ça me coûte vraiment, vraiment moins cher. Bien, c'est ça, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que on dirait que ce mode de vie-là, on dirait qu'il y a un faux mythe ou une fausse croyance de « ben non, mais ça coûte plus cher ». Ah, ben non. Mais je comprends pas. Comment on peut déconstruire ça, là? Ben, c'est parce que probablement que les gens, ils pensent que pour être zéro déchet, il faut que tu t'achètes plein d'affaires dites vertes. Ouais. Un sac de papier, pas papier, mais de, tu sais, les 800 sacs à collation, la paille en métal, des affaires de même, tu sais. Je veux dire, moi, j'en ai une paille en métal, je l'utilise jamais, là. Tu sais, je veux dire, pourquoi acheter une paille, point? Tu comprends-tu? Oui. Fait que ça, c'est des incitations. Puis c'est pour ça, en ce moment, que les commerces zéro déchet en arrachent autant, parce que le cycle de gens qui se sont procurés des trucs durables, bien, ça se renouvelle pas. Oui. Tu sais, ils n'ont pas besoin de les renouveler parce qu'ils les ont. C'est parce que c'est durable. C'est ça, puis en plus, ils les utilisent pas. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est juste inutile, finalement. Tu sais, puis moi, je critique pas ça parce que j'ai été cette... Tu sais, moi, je me suis initiée au zéro déchet, pas au zéro gaspillage, mais vraiment au zéro déchet parce que je pouvais acheter. J'étais donc fière d'acheter des affaires durables, tu sais, dont j'en avais pas besoin. Mais au moins, ça répondait à mon besoin de consommation, tu sais. Fait que, non, je pense que c'est pour ça que les gens ont l'impression que ça coûte plus cher. Mais ce qui te coûte le plus cher, ultimement, c'est ce que tu as acheté que tu n'utilises pas. Oui. Ou de ce que tu vas gaspiller. Fait que si tu as acheté un casseau de fraises 4$ puis tu en as gaspillé pour 2, bien, c'est sûr que ça te coûte cher. Mais moi, je vais l'acheter 4 $, mais je vais manger 100% de ce 4 $-là. Puis, ce qui aurait été vu comme une perte, par exemple, la queue de fraise, ben tu sais, je vais peut-être juste le faire infuser avec un petit peu de sucre. Puis là, ça va me faire un sirop, puis là, que je vais utiliser pour bonifier tel autre repas. Fait que, tu sais, finalement, je suis toujours en train de rebondir, mais c'est des petits gestes que je fais qui sont intégrés dans ma routine, ma recette initiale. J'ajoute toujours une touche zéro gaspillage. Puis, tu sais, ça, j'en parle dans Défi zéro gaspille. Je donne beaucoup de trucs aussi dans 1, 2, 3 vies zéro gaspille. Mais comment je te dirais ça? C'est comme... c'est
ça alourdit vraiment pas la charge mentale. C'est comme si, au contraire, c'était juste une espèce de gros sentiment de soulagement. C'est comme un soupir de soulagement pour moi, cuisiner zéro gaspille. C'est comme, je me débarrasse de ça enfin. Tu sais, comme, ça m'encombre pas, en fait. Tu sais, c'est vraiment spécial. Ouais. C'est intéressant. Puis je bonifie toujours plus mes recettes parce que j'ai cet espace-là pour essayer de créer encore plus puis de me reconnaître encore plus. Puis encore une fois, tu l'as dit tantôt, tu sais, moi, je cuisine tout le temps la même affaire. Mais ça paraît pas parce qu'à chaque fois, je suis comme, j'avais un petit fond de peau de ça, je vais l'ajouter parce que ça, c'est un ingrédient que j'aime. Puis je trouve que ça va être bon avec telle autre recette que je suis en train de cuisiner que j'aime. Donc, tu sais, je fais des associations qui me ressemblent, qui répondent à mon besoin. Fait que c'est juste, à chaque fois. J'aimerais ça t'entendre, en fait, connaître la définition du tout-ski. Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais il y a une certaine forme de... en fait, tes canevas nous permet justement d'utiliser à différentes façons le tout-ski parce que on a une base, puis après ça, on utilise ce qui reste pour pas gaspiller. Oui. Bien, pour moi, tout ce qui reste, c'est tout ce que tu as entamé qui va te permettre d'aller spécifier les saveurs de ta recette. Parce que, comme tu le dis, moi, je fais des canevas de recettes. C'est que moi, il n'y a rien que je trouve plus enrageant qu'on m'impose un ingrédient dans une recette. C'est ta tête de cochon aussi. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, ça dit, mettons, une tasse de sucre. Ouais, mais j'en ai pas une tasse. J'en ai juste une demi-tasse. T'es-tu en train de me dire ma recette sera pas bonne? Je suis comme, non, excuse-moi, elle va être délicieuse, OK? C'est drôle, en fait, je cuisinais avec ma bonne amie Camille, puis là, elle voulait qu'on suive les ingrédients, ça la stressait. Puis là, je sais plus c'était quoi, je vais dire un ingrédient fictif, mais genre 2 cuillères à soupe de basilic haché. Puis là, j'étais juste comme, on va en mettre plus. Elle dit, mais non, mais la recette dit, ouais, mais t'aimes ça du basilic? Elle dit, j'adore. Ben justement, on va en mettre plus si t'aimes ça. Tu sais, peut-être que tu vas trop sauver ça fade qu'il y en ait juste 2 cuillères à soupe. Tu sais, je donne un exemple fictif, là, mais on avait cette discussion-là. Tu sais, elle a besoin de suivre la recette. Puis moi, au contraire, j'ai besoin de faire, OK, j'entends bien là, ta recette, je la reçois. Mais moi, par exemple, c'est du miel que j'ai parce qu'il y a du sucre blanc. J'en utilise pas. Ou quand j'en ai, je le gaspille. Fait que je préfère aussi bien pas en acheter puis de prendre tel autre ingrédient. Fait que le tout-ski, c'est tout ce que tu as entamé, tout ce qui se reste, qui va déterminer si ta recette de pâté chinois va être faite avec une patate douce ou une patate régulière. Ou si tu vas mettre un reste de fond de peau de lentilles ou si ça va juste être avec une viande. Ou si tu vas pas le faire végétarien cette fois-là. Pour moi, c'est le même canevas, c'est la même affaire. T'sais. Fait que c'est juste autrement. D'ailleurs, j'ai des questions parce que là, moi, j'ai analysé, j'ai fait un autodiagnostic de ce que je gaspillais. Et là, je me suis dit, bon, ben là, je vais parler à l'experte, je vais en profiter pour trouver des solutions au restant que je gaspille. Bon. Alors, restant de salade avec vinaigrette. Ouais. Qu'est-ce que souvent, là... Je suis, tu sais, je suis pleine de bonnes intentions. J'adore la salade, mais je calcule... J'en fais un peu trop par rapport à ce qu'on va manger. OK. Est-ce que c'est la salade grecque ou c'est de la salade avec des feuilles? Ça varie, mais souvent, ce qui va rester, c'est de la salade avec des feuilles. OK. Bon, tu pourrais la mettre au mélangeur, puis ça va te faire comme une espèce de petite purée comme un pesto. Ah! Donc, il est déjà assaisonné, déjà huilé, puis tout. Puis ça, tu peux le rajouter dans une viande, par exemple, ou un tofu si tu es végétarien. Pour mariner, par exemple, ça va être délicieux. Moi, ce que je faisais beaucoup quand j'étais cantinière, c'est que je prenais les croûtes de pain, des pains tranchés, parce qu'ils les laissaient toujours sur la table, là. Je les flippais de bord pour pas que ça paraisse que ce soit une croûte. Je prenais un fromage, je mettais cette fameuse salade-là, qui était déjà infusée, mais qui était très savoureuse, qui était juste un petit peu plus molle, dans le fond, puis je garnissais mon grilled cheese avec ça. C'était délicieux. Les gens adoraient ça. Sinon, c'est ça, tu sais, ça... Moi, je m'en sers que ça devient un assaisonnement, dans le fond. Donc, parce que c'est ça, il est déjà super goûteux, mais... La texture est désagréable. C'est ça. Ça vient comme, tu sais, tu passes plusieurs heures, puis là, ça a mariné, tout c'est comme ramolli, fait que aussi bien le broyer, puis... Oui, ou le hacher grossièrement ou finement, puis tu vas le mettre en garniture sur une soupe. La soupe, de toute façon, elle est chaude, elle aurait ramolli ta verdure. Donc, ça va être super bon. Ça va venir donner un petit kick à ton potage, par exemple. Puis, t'as peut-être un reste de croûton, un reste de ci. Tu sais, comme, fais-toi de la garniture avec ça, puis ça va vraiment être délicieux. Ouais.
Les fameuses baguettes de pain. Oui. Et là, je te pose la question, mais j'ai une idée de la réponse parce que dans mes recherches, je l'ai vu, mais je pense qu'au au plus grand bonheur de tous, je veux le savoir parce que il y a certaines, sans nommer aucune boulangerie, il y a certaines boulangeries où la baguette de pain, elle dure pas longtemps. Ouais. Puis là, c'est pas long que tu peux te casser une dent ou Ouais. te fendre la tête, là, tellement que la baguette est rendue dure. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ressusciter une Ben baguette de pain? oui, tout à fait. Donc, elle devient dure parce qu'elle a plus d'humidité. Mhm. Et moi, l'autre fois, j'ai fait un shooting photo. J'avais acheté 2 baguettes dans un sac à baguettes, là, Oui. justement, zéro déchet. Mhm. Puis je l'ai retrouvé 3 semaines après. Oh. Tu sais, je mange pas beaucoup de pain chez nous. Fait que là, j'étais juste, oh mon Dieu, une baguette, c'est vrai. Puis je l'ai cassé un petit, tu sais, je l'ai tapé un petit peu sur le bord de ma table, puis elle a cassé en 2. Oui. Puis j'ai OK, là, elle est vraiment rendu dur, tu sais. Fait que j'ai juste passé un petit peu sous l'eau, puis je l'ai mis au four, puis 10 minutes à 350. Puis donc, je l'ai réhydraté, donc j'ai pu la reconsommer tout de suite après. Wow. C'est sûr que il faut que tu la manges rapidement, tu sais, en Mhm. fonction de la qualité du pain. Là, Oui. tu sais, si c'est un bon pain de qualité, quand tu le ressuscites, ben, tu peux peut-être le manger, mettons, dans un 24-48 Mhm. heures. Mais la plupart du temps, ça va devenir ben dur. OK. Fait que, tu sais... Tu peux pas faire ça 15 fois non plus. là. Non, tu la réhumidifies une fois, puis là, tu la mets au four, alors elle va se ramollir. Puis après ça, ben, tu peux, si tu sais que tu la mangeras pas tout de suite, ben, taille-la en morceaux, fais-toi un crouton, Mhm. un petit craquelin de pain ou peu importe, tu sais. Ouais, c'est vraiment délicieux. Ah, mais je suis rassurée parce que là, je me sentais dans une impasse. Mais là, prochaine fois, je le teste. Mais tu peux faire la même chose avec la miche de pain aussi. Hein? Ah oui? Oui, OK. c'est pas Fait juste la que- baguette. Ah, oui, c'est tout bon. à fait. C'est bon à savoir. Les tiges de kale, Oui. qui sont très coriaces, Mhm. très dures, je vais Ouais. avoir le réflexe à les enlever. Je fais la même chose. OK. Est-ce que peut-être dans un fond de légumes, mais mis à part ça, est-ce qu'il y a des possibilités de réutiliser ça? Oui, certainement, mais moi, j'aime pas ça. OK. Donc, tu sais, je me force pas à le faire nécessairement. Ouais. Donc, ça, c'est dans la catégorie que j'écoute ma limite. Ouais. Dans le sens que, tu sais, il y a des kales qui sont super doux, puis d'autres qui sont ultra amers. Donc, c'est sûr que si la tige, je me doute qu'elle est amère, puis je la mets dans un bouillon, mon bouillon va être amer, je vais gaspiller mon bouillon, j'ai Ouais. perdu mon énergie, mon temps, puis, tu sais, OK. de l'eau. Donc, à ce moment-là, je vais le mettre au compost. Mais sinon, tu peux la hacher super finement, puis la congeler crue. Puis après ça, quand tu vas avoir un sauté, par exemple, ben, le fait que ça a été congelé, ben, ça va être gorgé d'eau. Puis là, quand tu vas le faire sauter, ben, ça va s'attendrir. Puis avec d'autres assaisonnements, comme ça a été haché très, très finement, ben, ça va être moins puissant comme goût OK. d'amertume si c'est une tige amère. Intéressant. Les feuilles de betterave. Oui, moi, j'adore ça. Ah oui, fait que ça se mange, là. Ah, ben oui, certainement. Mais, tu sais, je vais pas manger la feuille de betterave que j'ai achetée à l'épicerie, là. Mhm. Tu sais, surtout si elle est rendue toute grisonnante, brunâtre, trouée, abîmée, un petit peu mouillée. Non, tu sais, Non. mais lorsqu'elle est fraîche, c'est comme la bêta-carde, c'est Ah, délicieux. wow. Mhm. Ah, wow. OK. Bon, ça, c'est bon. Moi, d'ailleurs, même, je prends les tiges puis je me fais une confiture Ah oui? de tiges. C'est délicieux. Ouais, je la fais sauter à la poêle avec un corps gras. Souvent, c'est du beurre puis un sucrant, donc miel, sirop d'érable. Tu sais, peu importe le corps gras, le sucrant que t'as. Puis, c'est une base, donc ça fait une confiture. Tu sais, je peux manger ça, on garde ça sur un yogourt, un dessert, dans un gâteau. C'est vraiment bon. Puis, si je suis tannée après un certain moment, ce que je fais, c'est que je vais faire sauter des oignons à la poêle. Je vais les déglacer avec un petit peu de vin, puis je vais rajouter ça. Puis là, ça va me faire une espèce de compoté d'oignons confits à la betterave, à la tige de betterave. Ah, wow. Très bon. Je prends plein de notes. J'écris pas, là, mais c'est là. Est-ce qu'on peut manger les feuilles vertes de poireaux? Ah, ben oui, moi, c'est ma partie préférée maintenant. Ah oui? Ouais. Puis tu la prêtes comment? Ben, mon réflexe, c'est que dès que je reviens du supermarché, je vais couper la partie verte. Mhm. Le poireau, ça repousse de 1,5 cm par jour quand la racine est plongée dans l'eau. Je l'ai testé dernièrement. Ouais, puis t'as vu? Oui, puis là, Oui, c'est incroyable comment ça va vite. Fascinant. Ouais, donc il faut juste que tu le nettoies bien. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai un robot culinaire, puis j'ai la lame qui tranche très, très, très finement comme une mandoline. OK. Donc, le verre de poireau, je vais le mettre dans mon robot. Ça va me faire une bonne quantité. Puis, je vais le congeler à cru encore une fois. Puis, quand je suis prête, ben je fais juste comme prendre dans mon petit contenant ou mon petit sac de congélation une poignée. Puis, je le mets dans mon sauté. Je mets ça sur mes pizzas, dans mes omelettes. C'est vraiment très bon. Ah, wow. Ouais, c'est juste que pour que le verre de poireau soit délicieux, il faut, faut que tu le tailles très finement. OK. Sinon, c'est trop coriace et ça peut être trop puissant au goût pour certaines personnes. C'est pour ça que le robot, ou en tout cas un mélangeur qui coupe finement, Ouais. là, c'est comme notre Ou meilleur toi, ami. si tu veux le faire Ouais, à la main, tu sais, c'est ouais. juste moi, je suis paresseuse.
Les pieds de céleri. Ouais. Je sais qu'on peut refaire pousser le céleri un peu comme le poireau, là, Ouais. en mettant un centimètre d'eau. Ouais. Je le fais jamais. OK. Non, moi, Mais je mange le pied de céleri au complet. OK, fait que Ouais. le céleri au complet. Ouais. Bon. Ouais. C'est ça. Tu le nettoies bien évidemment. Ben souvent, oui, il y a c'est de la ça, tout à terre, fait. là, Puis, mais- tu sais, au pire, la petite partie qui était attachée au cœur, Ouais. ben là, je vais la tailler. Mhm. Mais sinon, tu sais, je vais couper. Au lieu de prendre, mettons, de laisser, je sais pas, Ouais. un 5 cm de pied de céleri, ben je vais défaire chaque tige. Puis, je vais peut-être enlever un demi-centimètre de frisou coriace. OK. C'est tout. OK. Le basilic. Mhm. Moi, souvent, l'été, je le cultive dehors, Mhm. mais j'aime tellement ça, là. Ouais. J'en mettrais partout. Par contre, l'hiver, tu sais, les plants qui sont déjà prêts, là, qu'on peut Ouais. acheter à l'épicerie au marché, je sais qu'il faut qu'ils soient dans l'eau, Ouais. mais je finis tout le temps par le perdre. C'est une question de lumière ou c'est... Non, ben en fait, le basilic, il a besoin, oui, beaucoup de lumière, puis il a besoin de beaucoup d'eau. Fait que, tu sais, ton réflexe, c'est les bons à la base, mais je te dirais que probablement que il a besoin d'être dans un effet de serre. Il n'y a pas assez chaud. Parce que c'est vraiment très, très sensible à la température, d'accord. ça. Fait que Donc, moi, dernièrement, là, j'habite en face du marché Jean Talon. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pratique. J'en ai acheté un qui était très, très frais. Il était pas dans le plan, il était juste dans une petite botte de terre. OK. Puis je l'ai mis dans un verre d'eau, mais il me l'avait mis dans un sac de plastique. J'avais pas eu le temps de leur dire non, j'en ai pas besoin. Fait que j'ai gardé le sac de plastique dessus, j'ai enlevé l'élastique pour pas qu'il soit étouffé. Puis ça a créé l'effet de serre, je l'ai gardé super longtemps. Donc je coupais les feuilles au fur et à mesure. OK. Donc, et puis, il y avait assez chaud à ce moment-là, je te dirais. Par contre, le danger, c'est que s'il y a trop chaud ou si tu le gardes trop longtemps, ben là, il peut créer de la moisissure. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai perdu le tiers, j'exagère, mais mettons le 5e de mon basilic parce qu'en fin de, tu sais, je taillais au fur et à mesure, ben ça repoussait pas, évidemment, parce qu'il était pas en terre, tu sais, il était juste dans de l'eau. Ben là, j'aurais dû peut-être soit le manger plus rapidement ou peut-être le rincer ou peu importe, là, ouais. OK. Finalement, les épluchures de patates. Ouais. Souvent, je vais faire des patates en gardant la pleure parce que dans le fond, on la nettoie bien puis après ça, c'est tigidou. Sauf que quand on va faire des patates pilées, souvent on a le réflexe des éplucher. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, tu sais, il y en a qui le gardent pour un bouillon. Il y en a d'autres qui vont faire ils vont mettre dans l'huile, puis pas dans l'huile, mais dans ils vont enrober d'huile, puis ils vont le faire griller au four pour faire des chips. Donc, c'est super important qu'il n'y ait aucune tache noire parce que toute la famille des solinacées, donc patates, poivrons, aubergines, tomates, piments, les piments forts et tout ça. Quand ils ont des petites taches noires, c'est de la sélanine qui est toxique pour ton corps. Oh! Donc, t'es mieux de t'en départir. Ah oui, OK, à Ouais. ce point-là, là, Oui, même oui, si oui. on la nettoie, là. Ben, en fait, si on la nettoie puis que c'est de la terre, c'est correct. Ah oui, mais la si- terre, c'est ça, Mais ça s'il va. reste des taches... Les taches noires là, OK. qui percent, là, c'est vraiment important que tu enlèves tout ça parce OK. que tu pourrais t'intoxiquer. OK, mais Ouais. si on l'enlève, est-ce que la surface de la patate, finalement, qui a été épluchée, est-ce qu'elle est consommable ou on est mieux de faire merci, bonsoir? Ben, je te dirais, tu sais, moi, je ferais vraiment un petit triangle. Tu sais, je piquerais en triangle à l'intérieur pour enlever toute la source, Oui. mettons, de cette tache noire-là. Ça dépend, tu sais, si c'est une tomate, ben oui, c'est pas la même famille, mais tu sais, si c'est une tomate, si c'est une patate ou une aubergine qui est assez fraîche, elle n'est pas trop molle. Mhm. Donc, ça va pas avoir pénétré. OK. Mais tu sais, si c'est rendu que c'est fripré Oui. ou tu sais, ça manque vraiment, je prendrais pas de chance. Tu sais, Parfait. tu veux pas... c'est ça. Mais retiens que la prochaine fois, il faudrait que tu la consommes avant ça. tu sais. Mhm. Oui, de changer C'est ça. mon mode de consommation. Ouais. Tu dis souvent que la clé pour vaincre le gaspillage alimentaire, c'est de se concentrer sur un aliment à la fois. Ouais. Tu peux-tu développer un peu plus? Oui, mais c'est parce que, en fait, si tu commences par l'aliment que tu préfères, puis une fois que tu deviens bon à maîtriser son potentiel zéro gaspille, mais là, tu es prête à passer au second. Donc, tu sais, je sais pas, c'est quoi ton aliment préféré? C'est une bonne question. Les petits fruits.
Les petits Oui, fruits. framboises, bleuets, fraises, là, dans la période d'abondance, là, je viens comme Dumbo, là. Les oreilles se touchent, là, je capote, j'en mangerais tout le temps, tous les jours. Donc, tu pourrais commencer à dire, OK, ben les petits fruits, je veux arrêter de les gaspiller. Mhm. Donc, c'est de découvrir puis de partir à la rencontre de tout leur potentiel zéro gaspille dans le plaisir. Là, tu te dis, à chaque fois que tu ouvres ton frigo, bon, y a-t-il une framboise qui a besoin de où je pourrais-tu faire ci avec ça? Puis, je te donne un exemple. La semaine dernière, moi, je me fais beaucoup de thé glacé maison. Oui. Donc, tu sais, je fais infuser du thé noir, puis je le fais refroidir, puis that's it, là. Puis là, avec mon fermier de famille, j'avais acheté de la lavande. Donc, j'ai acheté une petite branche de lavande. C'était vraiment très subtil, mais délicieux. Puis là, j'avais justement des framboises, puis des fraises, puis j'avais trouvé au marché une pomme grenade qui s'en allait être jetée. Je l'ai ramassé, là, le fameux dumpster diving, Oui, là, oui, oui. le déchétarisme, donc je l'ai bien nettoyé puis tout ça. Fait que là, je voyais que c'était dû pour être consommé, là, oui. là, parce que ça allait être gaspillé. Donc, j'ai juste tout mis ça au mélangeur, comme si je voulais me faire un smoothie, mais moi, j'aime pas vraiment les smoothies. Fait que j'ai juste filtré ça pour enlever les petits grains, puis j'ai ajouté ça à mon thé glacé. Puis ça m'a fait un thé glacé qui ressemblait à un jus, dans le fond, parce qu'il était dense, vu qu'il était plein de... Puis je me dis, ah mon Dieu, quelle belle façon de manger des petits fruits. Mais tu sais, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais lu ça nulle part. C'est sûr, je suis pas la seule qui l'a inventé. Mais c'est juste, je me suis dit, ah, tiens, cette façon-là me convient bien maintenant. Puis mes thés glacés, quand je vais avoir des petits fruits, c'est comme ça que je vais les boire. Tu vois, fait que c'est juste, je suis allée à la rencontre du potentiel zéro gaspille, de dire, bon, là, eux autres, ils ont mauvaise mine, mais si je les broie, je verrai pas que c'est la mauvaise mine, je vais juste garder le goût. Je vais enlever les petits pépins qui me dérangent, donc je vais le filtrer. Mais là, après ça, ce beau jus-là, je vais le mélanger à un autre jus que j'adore, tu sais. Puis là, wow, c'était délicieux, j'en ai bu pendant 4 jours. Puis à chaque fois, j'étais comme, wow, j'envoyais des photos au monde. Hey, t'as-tu vu mon thé glacé, tu sais? T'en as glissé un mot tantôt, mais t'as une passion pour les voyages. Ouais. T'as une admiration pour la Scandinavie. Ouais. Ta ville préférée, c'est Copenhague. Oui. On peut-tu en parler? Parce que là, je sens que ça te nourrit tellement, en fait. Là. Qu'est-ce que... Quand tu pars en voyage, surtout dans ce secteur-là, qu'est-ce que tu vas chercher à la découverte? T'es à la découverte de quoi? Bien, c'est parce que, encore une fois, c'est une question de mode de vie. C'est que ils ont un mode de vie tellement basé sur la confiance, sur la capacité de soi, sur... leurs préoccupations sont pas nécessairement les mêmes. Puis je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est de prendre soin de soi, mais en possédant vraiment peu. C'est vraiment spécial. C'est très épuré. Comme... Tantôt, quand je te disais... Quand t'es trop dans le confort, t'as tendance à vouloir comme t'acheter plein d'affaires. Ouais. Puis à chaque fois que tu regardes quelque part, c'est comme la gestion de la charge mentale. Mais là-bas, ils ont pas nécessairement ça. Tu sais. Je veux dire, je suis pas une spécialiste de la Scandinavie, fait que je veux pas faire trop de généralité, mais à chaque fois que j'ai loué un appartement là-bas ou les gens que je connais qui habitent là-bas, tu sais, je veux dire, ils ont pas cette préoccupation-là de... C'est vraiment bizarre, tu sais, mettons, t'as des conversations avec ces gens-là, puis tu parles de tes insécurités, puis c'est des insécurités qui leur ont pas traversé l'esprit. Ah, ouais? C'est vraiment apaisant. Tu sais, il y a je sais pas comment dire, je peux te parler d'une émotion, d'une insécurité que je vis, puis là, ils sont comme, OK, ouais, je l'entends, je comprends. Ouais, je comprends que t'aies ressenti ça comme ça. Mais tu sais, ils vont pas... ça va être tout. Ça va être accueilli, puis après ça, tu sais, des fois, là, tu vas parler à des gens au Québec, puis là, ça devient comme un drame ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, peut-être parce que je suis tombée sur des bonnes personnes là-bas, mais c'est pas... l'approche des choses est tellement différente. La façon aussi d'éduquer les enfants, tout est basé sur la confiance, sur le... Moi, c'est ce qui me plaît vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'eux ont compris que nous, on n'a pas compris? C'est dur à dire, mais c'est comme des petits gestes qui posent qui est différent, tu sais. C'est, par exemple, une mère qui a eu un bébé va aller prendre un café, puis là, si le bébé dort, ben elle va laisser dans la poussette dehors, puis c'est ça, tu sais, dans le sens que elle a confiance que personne va partir avec. Elle a confiance que si l'enfant se réveille, ben elle va être capable de le voir et aller le chercher. Tu sais, je sais pas comment dire. Les cours d'école n'ont pas de grillage.
Wow! Ouais, il y a des trampolines partout dans la ville. C'est vraiment spécial. Je ne saurais pas t'expliquer parce que j'oserais pas me prétendre expert de la Scandinavie, tu sais. Non, mais c'est plus de ta vision à toi, Ouais. finalement. Mais qu'est-ce que tu as découvert par rapport à tes pratiques? Qu'est-ce que tu as compris ou tu as constaté là-bas que tu aimerais ramener ici? Ah, ben tu sais, là-bas, ils ont des politiques alimentaires qui sont vraiment plus fortes. Tu sais, nous, Ah notre oui? système alimentaire nord-américain, je pense qu'il est très malade, là. Mhm. Tandis que là-bas, tu sais, à Copenhague, là, je suis pas sûre des pourcentages, là, mais je crois que c'est comme 90 ou 95 pour... 95, c'est peut-être abusé, mais c'est un gros pourcentage de ce qui est servi dans les secteurs publics qui doit être local et biologique, par exemple, tu sais. Fait que la bouffe d'hôpital, j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre sur la bouffe d'hôpital là-bas, tu sais. Les services d'hôpitaux... sont rapides. Tu sais, tu vas pas attendre là pendant 12 à 20 heures. Tu sais, je sais pas si c'est vraiment... c'est une façon de faire différente, tu sais. Fait que c'est pas rare que tu vois des certificats avec des pratiques zéro gaspille, par exemple, au restaurant ou... Mais même leur vision, en fait, de la Ouais. nourriture oui, oui, oui. est différente. Ouais. Parce qu'ils sont conscients que ce que tu ingères, c'est ton énergie, c'est ce qui te donne, c'est ton essence. Là, Ouais. La qualité est importante dans ce que tu consommes. Ben vraiment, je te dirais que moi, c'est la première fois cet été que j'ai vu une annonce de Coca-Cola du dépanneur. Avant, j'en avais jamais vu. Même qu'à un moment donné, je me souviens, il y a peut-être 2 ans, j'étais en 2020, juste avant la pandémie là-bas, puis je me souviens que je m'en allais faire une activité, puis j'attendais à la gare centrale de Copenhague, la gare... ben c'est ça, la gare centrale. Puis il y a un jeune qui s'est à côté de moi, puis il a ouvert un Coke, puis j'ai comme fait le souffle. Ah, c'est vrai, ça existe, du Coke. Tu sais, j'étais comme... Non, mais c'est parce que là-bas, t'achètes des jus frais puis des salades au kale ou des puddings au chia au dépanneur. Tu sais, c'est ça, leur... Ah oui, OK, c'est ça. Oui, tu sais. Puis, je veux dire, le junk food, entre guillemets, je veux dire, c'est tellement beau puis bon. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut... Tu sais, je veux dire, des jus de rhubarbe, c'est tellement commun là-bas, tu sais. Puis, je sais pas comment te dire, mais... Puis pourtant, tu sais, je pense... les jujubes, il y a la grosse marque, là, qui commence par H, là, le nom. Ah, mon Dieu, je suis tellement pas bonne pour les noms. Mais, tu sais, mettons, il y a plein de jujubes, mais c'est pas juste des jujubes qui goûtent comme vraiment, vraiment trop sucré. C'est comme... Tout est dosé. Ouais. Tu sais, tu vas pas dans l'extrême du plaisir. Tu sais où est-ce qu'il s'arrête pour que ça le avant que ça le gâche. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu ma vision. Puis pourquoi Copenhague, c'est ta ville préférée? Ah, mais c'est parce que quand j'étais jeune, tout le monde disait que je ressemblais à la petite sirène. Puis mon père arrêtait pas de me dire « Ah, il faudrait qu'on réécrive l'histoire de la petite sirène. » Fait que j'étais comme curieuse d'aller dans le pays de Hans Christian Andersen, dans le fond, puis d'aller voir sa tombe. Puis moi, je voyage beaucoup toute seule. Puis... tu sais, j'ai des bons amis en France. Fait que, tu sais, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que pour éviter de faire trop de voyages récréatifs dans une même année, c'est que je pars une fois, mais je pars longtemps. Puis donc, je me dépose chez mes amis en France, puis après ça, je prends le train, je me rends d'autres destinations. Puis donc, j'étais aboutie à Copenhague par curiosité. Puis j'étais restée là, je pense, 10 jours. C'était l'automne, tu sais, c'était parfait. C'était juste merveilleux. Puis je me souviens, la personne chez qui j'habitais, le Airbnb, il travaillait en design, puis son voisin travaillait pour le design du Noma, le grand restaurant sacré meilleur au monde, puis qui sont tous dans le local, puis ils poussent toutes les limites justement du zéro gaspille tellement loin. Fait qu'il m'avait fait faire des tours là-bas, puis ouais, ça m'avait comme ouvert une vision tellement différente. Tu sais, avec les couleurs de l'automne, mais dans un paysage différent, puis tout ce que j'aime de l'Europe, puis fait que je suis retournée, puis à chaque fois, j'avais comme... J'étais pas rassasiée de tout ce que je voulais connaître sur cette ville-là, dans le fond. Ah ouais, puis là, t'es pas encore arrivé au bout, là. Ah non, mais moi, je vais habiter là à temps partiel. Oui. Mais oui. Puis tu sais, maintenant, j'ai des groupes de gens là-bas puis tout. Fait que tu sais, c'est pas... oui, c'est ça. OK, c'est comme rendu une deuxième maison, ou en tout cas, d'une certaine façon, là. Oui, tout à fait. Est-ce que de voyager, ça a transformé la Florence Léa que t'es maintenant?
Ben oui, c'est sûr que chaque voyage transforme un humain, tu sais. Je veux dire, ça, c'est indéniable, même quand tu fais un road trip au Québec, tu sais. Mais je te dirais que, tu sais, ça m'a amené à être super sensible aux pratiques et aux cultures d'ailleurs, puis d'essayer de comprendre, justement, c'est quoi leurs pratiques zéro gaspillage. Tu remarqueras, là, quand tu es en voyage, que le plat national, c'est souvent un plat zéro gaspillage. T'sais, un arancini, c'est qu'est-ce que tu sais avec le reste de risotto. Je me souviens d'être allée en Tunisie, j'avais échangé un voyage contre des conférences, puis il y a un plat, je me souviens plus c'est quoi, mais tu sais, c'était vraiment qu'est-ce que tu sais avec le reste de pain rassis, puis ton jus de pois chiche, tu sais, puis là, tu fais une espèce de grosse soupe au jus de pois chiche avec du pain, puis très bourratif, puis tu sais, il m'expliquait comment c'était fait, tu sais, tu comprends. Tu vois la couleur de la culture grâce au zéro gaspillage, grâce aux pratiques qui sont justement économes, tu sais. Autant dans la réduction des déchets que le zéro gaspillage. Donc oui, moi, ça m'inspire au bout. Là. Puis après ça, j'essaie de ramener ça au Québec puis de le québéciser, là, si je peux me permettre, là, sans faire de l'appropriation culturelle, mais de dire « Ah, ça marchait bien, donc, tu sais... Essayons-le ici. » Oui, c'est ça. Bien, justement, dans ton dernier livre, Défi zéro gaspille, tu dis que tu as comme t'as terminé la première phase. Ouais. Et que là, tu veux tendre et aller défricher des nouveaux sentiers vers l'autonomie alimentaire, zéro gaspille. C'est une réflexion qui a grandi durant la pandémie. T'es rendu où, là, dans ce développement de cette deuxième phase-là, finalement? C'est drôle parce que, tu sais, avec mon éditeur, on parlait de faire un autre livre qui abordait ce sujet-là, puis je me sens pas prête. OK. Oui, donc ça m'habite constamment, puis tu sais, je suis très, très attentive à ça. Mais j'ai besoin de prendre une pause de la rédaction de livres pour adultes. Vraiment, là, je veux vraiment faire beaucoup, beaucoup de jeunesse. Je vais être dans la vulgarisation pour les enfants sur l'environnement. Donc, puis je vais être dans le jeu, dans l'amusement. Ouais, donc j'ai l'impression que j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur comment cuisiner. Après ça, tu sais, je peux te sortir 1000 livres de cuisine, je vais juste dévier la recette. Oui. Mais moi, c'est des canevas, fait que je t'ai tout dit ce que je connaissais, tu sais. Donc, j'ai envie de le faire par aliment, mais tu sais, avec d'autres partenaires qui vont me permettre de dire « Hey, moi, j'ai tel produit » ou « Je suis une association. » Je vais te donner un exemple. Mais là, on vient de sortir un cahier pour le défi zéro gaspille sur les pommes du Québec, tu sais. Donc, de parler du potentiel zéro gaspille des pommes, ça, j'ai envie de le faire, mais d'écrire un autre livre, puis tout. Ça, j'ai envie de faire des petits outils gratuits, plus accessibles. Ouais, j'ai pas... j'ai plus envie de rédiger là-dessus, puis j'ai besoin d'avoir une période de pause sur... je sais que je vais retourner à l'autonomie alimentaire, tu sais, on a un terrain familial qui est plein de potentiel, mais pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse, je te dirais. J'ai vraiment besoin de prendre du recul pour mieux y retourner, plutôt que d'user la machine. Fait que c'est quand même là, c'est justement parce que tu parlais de pratique un peu de l'école de la forêt. Oui. Inspirée justement de la Scandinavie. Ça, est-ce que ça, dans le fond, tu laisses ça mijoter? Oui, complètement. OK. J'ai l'impression que je forcerais les choses si je débutais ça en ce moment. Ça m'habite, hein? Mais tu sais, tantôt, quand je te disais que moi, ça m'inquiète pas de tomber dans l'ombre, là, ben quand je vais être rendue là, ça va être comme, bon, je suis rendue à cette étape-là. Quand j'ai vendu ma cantine mobile, j'ai placé les sous. Fait que les sous continuent à faire leur chemin. Puis quand je serai rendue là, ben j'aurai les fonds pour. Mais pour l'instant... Tu veux te concentrer sur la jeunesse? Oui, je vais me concentrer sur la jeunesse, puis je vais me concentrer sur ma vie personnelle. Je trouve que je l'ai beaucoup déséquilibrée en étant très investie dans la cause. Donc là, j'ai envie de faire de la place à qui je suis, moi, Florence Léa, autre que le zéro gaspille. C'est comme, je veux pas que ça soit que ça qui me définisse, dans le fond. Puis j'ai besoin de repos, tu sais, dans le sens, pour avoir des idées plus claires après. Mais tous ces projets-là que tu as nommés, ils m'habitent encore, j'y pense constamment. Mais je suis zéro dans l'urgence. Puis c'est beau. En fait, c'est beau de te voir parce que tu parles de trouver ton équilibre. Puis là, t'es rendu là, tu sais. Tu sais, tu t'écoutes vraiment. Puis je trouve ça inspirant. Puis en même temps, la créativité, des fois, ça a besoin de... Tu sais, ça fluctue. Tu peux pas toujours être Puis en même temps, une âme créative va toujours continuer de créer, mais on a comme besoin, je pense, de pause. Ben, j'ai besoin de me laisser inspirer en ce moment. Oui, vraiment beaucoup, tu sais. Puis
de pas nécessairement être à l'avant-plan de tout ça. Donc, on verra. Tu sais, ça revient exactement à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, j'ai besoin de me découvrir pour être capable d'aller plus loin. Bien, si ça revient exactement au message que je passe aux gens, de dire faites des petits gestes à la maison, vous allez vous découvrir dans cette cause-là, puis vous allez être capable de trouver votre bon chemin, vos valeurs, vos besoins. Puis, donc, moi, je suis dans cette phase-là pour la deuxième phase de ma vie. Là, pour l'instant, j'ai bouclé cette phase-là de cuisiner dans la quotidienneté, dans 4 murs de la maison. J'ai hâte de sortir dehors, mais là, j'ai juste besoin de vivre avant de me relancer dans un autre projet ambitieux. Ouais. Je termine tout le temps avec mon segment, les 3 petites questions. Vas-y. Et c'est 3 questions, en fait, que je pose à chacune de mes invités, mais qui vont résonner chez chacune d'entre elles. Fait que je trouve ça intéressant. La première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Ben, en fait, c'est que j'ai pas peur du risque. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, c'est surtout professionnel, de avoir zéro peur de me planter. C'est tellement... Fait que si j'ai quelque chose en tête, je vais y aller jusqu'au bout. Puis si je me plante, ben, OK, j'aurais appris, mais je me permets d'aller au bout de tout. Parce que sinon... T'acceptes de tomber, en fait. Ah, ben ouais. Oh, ouais. Pas de stress. Non, parce que je sais que je vais me relever. Fait que ça fait toujours un petit peu plus mal, plus on vieillit, mais... Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? Eh mon Dieu, je sais pas si j'ai un conseil à donner. Tu sais, dans le sens, je suis qui pour donner un conseil? De ton vécu, y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben, c'est toujours miser sur sa créativité. Tu sais, c'est que face à la même problématique, on a 1000 solutions possibles, tu sais. Wow! Fait que c'est de dire, toi, ta créativité, elle dit quoi face à cette problématique-là? Puis explore-la, puis va au bout de cette idée-là. Puis peut-être qu'au final, ça va faire, c'était pas ça. Mais au moins, tu vas comprendre pourquoi c'était pas ça. Puis avec ces réponses-là, tu vas aller dans l'autre direction. Ouais. Mais gars, vois-tu, tu nous as trouvé... tu nous as créé une réponse parfaite! Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? On a parlé quand même de tes projets, mais tu sais, si tu te projettes un peu... Ah, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Parce que il me semble que dans les 10 dernières années, je me suis tellement investie, mais corps et âme, au détriment de ma personne, tu sais. J'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie de prendre soin de mes relations personnelles, autant dans ma famille, mes relations toutes, là, amicales, amoureuses. Je veux dire, j'ai envie que ça soit ça en ce moment, puis que ça soit pas le travail qui détermine ma vie, mais qu'il y ait un meilleur équilibre. Ouais. Ben, je te le souhaite. Merci tellement, Florence-Léa Siri, d'avoir accepté puis de nous ouvrir les portes de ta vie zéro gaspille, mais aussi de nous permettre de te connaître davantage puis de nous inspirer. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous avoir accueillis dans vos studios pour l'enregistrement de cet épisode. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. On se retrouve très bientôt. Salut!